Bonjour et bienvenue à tous dans ce 13e, si je dis pas de bêtises, épisode de Ciné20. Je suis avec Owen Manak. Bonjour. Et on va vous parler de films. Ouais. Mais pas de vin. Parce qu'on n'en a pas. Alors on va s'appeler Ciné-Bière et Ciné-Café aujourd'hui. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous faire la traditionnelle liste des films on va commencer avec le nouveau Scorsese, The Killer of the Flower Moon. Ensuite, on va parler du nouveau Dupontel qui s'appelle Second Tour, du Vourdalac, d'Adrien Beau, et de The Old Oak de Ken Loach. Donc quand même 3 grands cinéastes. Ouais. Et Adrien Beau. Et lui. Et dans le passé, toi tu parleras de About Time, ouais. Et toi de La Belle Équipe. Tout à fait. Le retour du réalisme poétique dans ce podcast, c'est magnifique. Et on va commencer tout de suite par le Scorsese. Ouais. Je sais pas qui commence. Vas-y, je suis chaud de commencer. Vas-y, je te laisse. C'est long. Je te laisse la main. Non, moi je vais aller un peu plus loin. Moi je suis pas un gigantesque fan de Scorsese. L'histoire déjà. De quoi que ça parle? Killer of the Flower. D'accord, ok, je commence par l'histoire. Bah oui. Ça parle d'une tribu de natifs américains qui s'appelle les Osage, qui, après avoir été bousculés dans plein déplacés dans plein d'endroits différents, au final on les fout dans les Badlands, dans les endroits qui sont incultivables, on les fout limite dans un ghetto dans la campagne, quoi. Et dans ce ghetto-là, il y a du pétrole. Donc en fait, les Osage, finalement, ils deviennent très très riches en louant leur puits de pétrole aux Blancs. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a un petit Blanc qui arrive, un vétéran de la guerre. C'est la Première Guerre mondiale ? Parce que Non, c'est même pas je crois que c'est même pas la guerre mondiale, il me semble. Ouais, parce que il me semble que je crois que c'est en 1906 que ça se passe. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc qui est vétéran d'une guerre, qui revient et qui son oncle, qui est quelqu'un qui possède beaucoup de ranch et de puits de pétrole dans le coin, qui est assez riche, va l'aider et va lui conseiller en gros de se trouver une petite nana Osage. La Première Guerre, pardon, ça se passe en 1920. Ok, ouais. Donc j'avais totalement raison. T'avais raison, gars. Donc il va lui conseiller de se dégoter une femme Osage parce que tous les gens Osage ont des puits de pétrole en héritage. Donc en gros, se marier avec quelqu'un d'Osage, ça veut dire devenir riche. Donc c'est ce qu'il va faire. Et il va se marier à une femme. Et du coup, dans cette famille-là, toutes les femmes sont plus ou moins mariées à des hommes blancs. Et petit à petit, dans cette communauté Osage, les Osage vont commencer à mourir. Et on se demande bien qui c'est qui les tue et pour quelle raison. Sachant que c'est dans la bande-annonce qui les tue, donc ça on peut en parler. Oui. Bon, globalement, c'est l'oncle de Niro qui veut s'accaparer les puits de pétrole et du coup qui va commencer à assassiner la famille, enfin déjà à marier toutes les femmes Osage à des hommes blancs et puis à assassiner toutes les femmes Osage une par une. Et donc voilà, c'est pour ça résume à peu près la première heure. Il y en a 3. Donc je vais pas vous en dire plus. Et qu'en as-tu pensé du film alors ? C'est long. Oui, mais à part ça. Non, c'est moi je trouve que c'est très bien fait. Franchement, la réal est bonne, elle est pas forcément inventive. C'est pas du Scorsese sous opioïdes, c'est du Scorsese assagi. La photo est très jolie, les décors, enfin voilà, c'est du bon ouvrage. Mais pour moi, il y a un gros problème de rythme. C'est un film qui est, du coup, comme je l'ai dit, un peu pour rigoler, mais je rigole qu'à moitié. C'est très très long, ça dure 3 heures. Au bout de 2 heures de film, il va y avoir un élément, d'ailleurs, qui est aussi dans la bande-annonce, donc il y a le FBI qui arrive pour enquêter sur les meurtres. Ça arrive au bout de 2 heures de film. C'est très très long, ça, dis donc, pour amener cet élément, presque un élément déclencheur. Hein. Mais donc voilà, moi je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. On peut aussi parler du point de vue, qui est assez compliqué à aborder, parce que Scorsese il est blanc, et que c'est vrai que du coup se mettre d'un point de vue blanc pour parler de ce sujet-là, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué de parler des Osage en
en prenant la voix des Osage en mode sans être un réalisateur de cette communauté-là. Je sais que il y avait une interview du consultant Osage en culture Osage, voilà, qui parlait devant des micros de je sais plus quel média, et qui disait, quand on leur lui posait la question de est-ce que c'est bien traité, tu sentais qu'il grinçait un peu des dents, et qu'il disait oui, pour moi c'était ce qui était mieux à faire par quelqu'un qui n'est pas Osage. Mais il disait... Après là pour moi on rentre dans des trucs qui sont hors film, parce que moi qui fait le film au final je m'en fous un peu. Je veux dire, imaginons que ce film là, le même film mais réalisé par un Osage, est-ce que ça change le film? Non, pour moi si c'est important, parce que ça pose le point de vue de la légitimité à parler d'une histoire. Alors ouais, ça pour moi c'est un débat, mais quel point de vue adopter, parce qu'il y a aucun problème pour que Scorsese parle de cette histoire. Oui, c'est ça, tu racontes il le fait très bien. Veux. Mais du coup je trouve ça une bonne idée en fait d'avoir choisi ce point de vue blanc et de pas avoir pris un point de vue. Je pense qu'il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui soit plus proche de la communauté Osage, peut-être qui ça, moi, je suis pas... pour vraiment adopter un point de vue Osage. J'y reviendrai. Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de choses. Pour moi, c'est rentrer dans le mur de se dire ça. Et c'est forcément une impasse. Parce qu'à partir de là, quand tu te mets à parler que de ce que tu connais intimement... Non, pas ça, mais d'une culture commune. Ouais, mais c'est pas que de la connaissance, c'est aussi de... Mais t'es là pour raconter une histoire. En vérité, moi, le réel, quand je vais voir un film, et même quand je vais voir un documentaire, la vérité, le réel, je m'en fous un peu. Merde, comment il s'appelle Lifshitz, il filme cette gamine transsexuelle dans Petite Fille. Il enjolive, quand bien même il est proche de cette famille. Lui, d'ailleurs, je sais même pas sa sexualité, d'ailleurs, à Lifshitz, mais... Et bref, il embellit cette famille, il la rend belle, donc il modifie la réalité. Ouais. Et pourtant, c'est du documentaire, mais la réalité, il en fait ce qu'il veut. Sinon, tu regardes un reportage sur les Osages si tu veux te renseigner. Donc à partir de là, moi, Scorsese, même s'il aurait presque pu mentir, c'est inspiré d'un bouquin. Bon, après, c'est juste mon point de vue là-dessus, mais pour moi, la légitimité n'a jamais été. Le bouquin est du point de vue du FBI. Elle est en 3 parties. La dernière partie est sur le FBI, et c'est ça qui devait être adapté originellement, effectivement. Oui, avec du coup Leonardo DiCaprio en agent du FBI. C'est ça, ouais. Et au final, c'est les deux, du coup Scorsese et DiCaprio, qui ont décidé ensemble que en fait c'était mieux que DiCaprio, pour pas que ça fasse trop White Savior. Ouais. C'est ce que dit DiCaprio. En tout cas. Et du coup, c'est mieux que DiCaprio joue cet homme marié à une Osage. Et d'ailleurs, en parlant de DiCaprio, c'est peut-être aussi un des points négatifs du film. Je trouve pas qu'il joue très très bien, je trouve qu'il cabotine beaucoup. Il a un peu cette sorte de sourire inversé pendant tout le film. Il fait vraiment des grimaces en fait pendant tout le film. Il fait la tête de Marlon Brando dans Le Parrain, un petit peu. J'aime bien De Niro, moi je trouve qu'il fait du De Niro assez classique, mais c'est vraiment un De Niro glacial, manipulateur. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui est proche de la communauté Osage, il est même accepté, il est très amical, tout le monde le considère comme l'oncle sympa des Amérindiens. Sauf qu'en fait, c'est lui, dans l'ombre, qui est un manipulateur, qui est un assassin, qui fait tout pour s'approprier les puits de pétrole Osage, quoi. Donc ouais, en ça, je trouve que DiCaprio est assez bluffant. Non, De Niro. De Niro, pardon, ouais. Ils ont presque le même nom. Ça commence par un D, quoi. et ça finit par un O. Non, j'aime beaucoup De Niro, j'aime moins DiCaprio. Voilà. Okay. Dans ce film. Dans ce film, ouais. J'entends bien. Et par contre, je trouve que l'actrice, j'ai déjà oublié son... Lily Gladstone, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Lily Gladstone. Ouais. L'actrice qui joue du coup Molly, du coup une des Osage. La femme de DiCaprio. La femme de DiCaprio, je la trouve incroyable. Et j'ai envie de la voir dans d'autres films. Je trouve qu'elle perce l'écran, même si en final on la voit pas beaucoup parce que sur les 2 heures, il y en a bien 1h30 où elle est malade. Mais sur les 3 heures. Oui, sur les 3h30. C'est 3h30 ? Ouais. Je dis 3h. 3h27, ouais. Ouais, putain. C'est long, hein. J'en pouvais plus. Moi, à partir d'une certaine période, j'ai mal au cul dans mon siège de cinéma. Et j'ai envie de vapoter parce que je suis addicté à la nicotine. et j'ai plus de... Enfin, je sais que j'avais mon attention qui tombait, quoi. J'ai envie de m'endormir par moment. Donc ouais, moi c'est au-delà de ma capacité de... Surtout peut-être aussi parce que le rythme est pas non plus très soutenu. Tu vois, je pense que ça allait mieux devant un Oppenheimer qui lui a un rythme... Enfin, j'ai perdu le mot, mais acharné, enfin tenu et vraiment soutenu. Donc ouais, là franchement ma concentration et mon intérêt s'est rapidement épuisé et ça a repris au moment où l'FBI arrive. Mais du coup pour moi en fait cette partie là du FBI qui arrive, elle aurait dû facile arriver 1 heure plus tôt.
J'exagère à peine. De mon point de vue, je sais pas si je suis spécialement d'accord avec ça, et puis pour moi la durée, c'est... Un film doit durer le temps qu'il doit durer, c'est pas un problème. En revanche, je suis d'accord que pour moi il y a un vrai problème de rythme dans ce film, sachant que... il y a un problème d'assemblage en fait, c'est-à-dire que sur le papier je vois ce qu'il veut faire Scorsese, c'est qu'il veut montrer, et c'est pour ça que je comprends pourquoi le film sur le papier est long, c'est que il veut montrer, il y a vraiment cette idée de poison qui se dilue tout le long du film. Littéralement d'ailleurs, parce que la femme de DiCaprio tombe malade et on comprend très bien que les médicaments pour le diabète qu'il donne, c'est plutôt le poison pour la garder malade, voire la tuer plutôt que pour la soigner. On le comprend sans qu'on nous l'explique. Hein. Il y a cette idée du poison, et donc ça pour moi, il faut du temps. Il faut une notion de temps qui s'immisce pour vraiment cette idée de maladie qui se propage et qui va finir, cette maladie des hommes blancs du coup, quoi, qui va recouvrir cette communauté amérindienne des Osages et les exterminer, enfin les Osages existent encore aujourd'hui, mais si ce n'est les exterminer, en tout cas les remplacer, leur prendre tout leur bien, leur pouvoir. Donc sur le papier, moi je trouve ça intéressant, et les gens qui adorent le film, c'est ce qu'ils mettent en avant. Le problème, c'est que c'est pas forcément ce que je vois. Je trouve pas que le film réussit, moi, parfaitement ce truc-là, notamment parce que, et c'est étrange venant de quelqu'un comme Scorsese, mais tu l'as dit, moi Lily Gladstone, moi je la trouve ni impressionnante, ni mauvaise actrice. En fait, j'aimerais bien la trouver impressionnante, mais comme t'as dit, elle passe peut-être 2h30 dans ce putain de lit, dans un lit malade, et ces scènes-là, elles se ressemblent toutes en fait. Donc c'est peut-être, je dirais presque sans exagérer, qu'il y a presque une dizaine de scènes où t'as juste DiCaprio qui fait une piqûre à sa femme, et du coup, sur le papier, je vois le parallèle entre le poison de l'homme blanc et, visuellement, il est en train de l'empoisonner, sauf que sur le papier, j'ai 10 scènes qui sont exactement les mêmes, quoi. Donc sur un film de 3h27, j'ai des scènes qui se répètent en boucle, et là, on rentre dans quelque chose d'un peu bâtard, et qui, moi, me pose vraiment problème. La durée du film, encore une fois, c'est pas trop la faute du film, il doit durer le temps qu'il doit durer, à la limite, mais c'est compliqué avec le système de cinéma qu'on a aujourd'hui, mais tu te dis avec des interludes, c'est pour aider, tu sais, des Laurence d'Arabie, il y a un interlude de 10 minutes, quoi, où tu peux aller fumer ta clope et tu repartais pour 2 heures, quoi. Aujourd'hui, ouais, dans le MK2, ça me semblerait compliqué de pouvoir faire sortir les gens et les faire rentrer. La seule fois où j'ai eu ça, c'était devant Les 8 salopards, la version bobine. Ouais, mais c'était dans un cinéma particulier. Ouais, c'était que au Grand Rex, Non, c'était pas au Grand Rex d'ailleurs, c'était dans un Odéon, un truc comme ça, mais... Ouais. Oui, moi j'avais eu ça pour Interstellar, mais dans le cinéma de Quimperlé, donc un petit cinéma... ouais, dans Interstellar, ils avaient fait une... Ouais. Ok. Ouais. Enfin bref, donc moi c'est mon gros problème. De deux, c'est un film effectivement qui se propose par des moments, plusieurs à la fin, donc on va pas dire, mais vraiment littéralement, ce que Scorsese a envie de faire, c'est dénoncer ce qui arrivait aux Osages, et voilà, le dénoncer, le montrer frontalement. Ça, encore une fois, je trouve que c'est sur le papier, parce que moi, ce que je vois pendant 3h27, c'est 3h15 d'hommes blancs, en vérité. Je ne vois pas cette communauté. Ils commencent, ils finissent, il y a un mariage, c'est tout. On entend rapidement leur langage, mais moi, je ne la vois pas, cette communauté Osage. En vrai, leurs coutumes et tout, je suis incapable d'en dire ne serait-ce qu'une seule, et je n'ai pas l'impression de connaître ces gens-là, en fait. Donc même là, je trouve que la notion de point de vue est un peu ratée, quoi, parce que il dénonce ce qu'il a dénoncé, mais en fait, au final, y a un peu ce truc-là de montrer, comme Ken Loach le fera, on en parle plus tard, où lui, il montre les gens dont il a envie de parler. Je trouve que Scorsese ne montre pas cette communauté. Enfin, elle est dans son cadre parfois, mais encore une fois, je ne connais pas, je sais pas qui sont les Osages après ce film-là. Je sais historiquement tout ce que tu as dit au début, mais c'est tout. Ensuite, il y a autre chose, parce que je me suis rendu compte en voyant ce film-là, que de certaines choses sur Scorsese, par rapport à qu'est-ce qui fait que moi je trouve que ça marche pas non plus cette idée de poison, c'est que je suis pas sûr que ce soit Scorsese en fait, que Scorsese soit le meilleur pour faire ce genre de trucs très pervers. En fait, Scorsese, c'est pas un cinéaste subtil, c'est pas un cinéaste du subtil, déjà c'est un cinéaste moralisateur, et dans son imagerie, c'est un cinéaste qui n'est pas subtil, et c'est ça qui fait sa force, et qui a fait d'ailleurs que c'est un type qui allie succès critique et public. C'est que, en fait, sa mise en scène est très brute dans ce qu'il veut dire. Quand dans Taxi Driver, De Niro, il appelle, j'allais dire DiCaprio aussi, De Niro appelle je sais plus qui au téléphone, que la caméra fait un travelling et qu'on revient sur le couloir, ce qui est un peu étrange, parce que la conversation a encore lieu hors champ. Scorsese nous dit littéralement que cette conversation n'a plus d'intérêt, qu'en fait il a déjà fait son choix et qu'il va repartir
traquer, enfin faire ce qu'il fait. Je sais plus qui l'appelle De Niro à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est-à-dire... CPF. C'est... non, mais c'est une mise en scène qui est très lisible, en fait, en vérité, Scorsese. Et effectivement, qui n'est pas subtil, quoi. Il est connu pour des mouvements de caméra, des trucs de montage très visibles à l'œil, mais qui communiquent directement avec le spectateur. Là, il n'y a pas ça dans celui-là, parce que c'est pas son sujet. Moi, je comprends pourquoi il a fait ça. Mais je trouve que c'est pas le meilleur pour le faire. Mon ventre qui fait des petits bruits depuis tout à l'heure. C'est ma gorge qui fait des bruits bizarres, oui. Là où quelqu'un, tu vois, je pensais vachement devant Killer of the Flower Moon à un film comme Zodiac de Fincher, où en vérité c'est un peu la même idée, c'est pas le même sujet, mais c'est la même idée que cette obsession du personnage principal de Jake Gyllenhaal pour oui, ma gorge continue de faire des bruits, pour ce tueur, enfin le tueur du Zodiac, et bah en fait plus le temps avance, plus il devient obsédé, mais plus chaque détail devient terrifiant et devient source de danger. Et donc c'est pareil, c'est une espèce de poison qui se dilue, et c'est un film qui est long, Zodiac, sauf que là la longueur sert aussi à ce truc-là de, bah oui, ce personnage n'est plus en sécurité nulle part, quoi. Donc quelqu'un comme Fincher, pour moi, arrive beaucoup mieux à faire ce genre de rendu, là où un Scorsese, je pense qu'il a besoin d'avoir des sujets dans lesquels il peut taper. Et on voit qu'il essaye de faire un petit film de mafia, finalement. Sauf que finalement, ça donne des scènes de meurtre qui sont pas très intéressantes. Pareil, qui se répètent. Je trouve que, notamment, il y a sans trop spoiler, mais il y a un peu une scène, comme il y a souvent dans des Scorsese d'ailleurs, où celui qui commandite les meurtres, comment dire, clean son passage en fait, quoi. Les gens qui ont tué, il va globalement les faire éliminer également. Sauf qu'en fait, là où d'habitude il va juste dire, butons-les, et t'as une série de meurtres, là tu vas avoir, pour plusieurs fois, toutes les étapes de dire à un type d'aller trouver lui, et que lui, du coup, il doit retrouver l'ancien tueur pour lui dire, va à ce moment-là, à tel moment. Et tu te dis, ok, donc il y a 4 scènes juste pour me montrer la mort d'un type, et t'as 4 fois... Enfin, t'as ça fois 3. Donc là encore, tu vois, ça fait que ça donne un film, je trouve, qui tire vachement en longueur, quoi. Je vais aller sur une note un peu plus perso. Moi, je trouve que Scorsese avait fait le tour avec The Irishman et Silence. Scorsese, il y a 2 choses qui guident un peu sa filmo dans les thèmes, c'est la foi et les gangsters. La foi, il l'a réglé avec Silence. C'est le film où il la regarde le plus droit dans les yeux, où il la questionne. Et The Irishman, c'est le film où il dénature le gangster. Là, ce qu'il fait avec Killer of the Flower Moon, c'est très clairement... Enfin, moi, je vois... Après, c'est toujours été quelqu'un d'extrêmement référencé, mais pour moi, il veut faire les films de son enfance. Moi, quand je vois Killer of the Flower Moon, je vois Les Portes du Paradis de Cimino, je vois un peu Ragtime dont on a parlé l'autre fois, je vois Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, je vois qu'il a envie de faire des grandes fresques comme ça, très dénonciatrices, avec aussi tous les moyens mis à disposition, ces espèces d'énormes histoires... titanesque avec l'imagerie qui va avec, quoi. Et imagerie, tu l'as dit, mais qui est vraiment effectivement très impressionnante, quoi. Je veux dire, techniquement, c'est un film incroyablement solide et qui a vraiment effectivement des moments très impressionnants. Seulement, je trouve que là où ça fait partie de ces cinéastes du Nouvel Hollywood qui ont réussi à se réinventer, notamment lui en prenant le numérique, vraiment des films comme Aviator, comme Gang of London, comme Le Loup de Wall Street, tout ça, qui sont vraiment des films qui prennent le numérique et qui l'utilisent comme un nouvel outil. C'est tourné en numérique, Killer of the Flower Moon, sauf que là, je le vois revenir à un cinéma qui existe déjà, et je le vois faire la même chose en moins bien. Et je trouve que c'est un film qui sent le vieux. Je trouve ça un peu dommage. Après, je peux comprendre qu'un mec comme Scorsese, qui a fini ce qu'il avait à dire, finalement ait plus envie de faire que les films qui l'ont bercé étant gamin, et qui se dit, je fais ce que j'ai envie. C'est pas quelque chose qui me choque, mais je trouve pas qu'il le fait si bien que ça. C'est un peu mon problème avec ce film-là. Quand bien même, ça reste Scorsese. Il y a des scènes, il y en a une, c'est un peu tard, donc je peux pas trop spoiler, mais pour ceux qui l'auraient vu, il y a une scène en prison, où on va dire que DiCaprio apprend une sale nouvelle, qui est une scène déjà, le décor de la prison est assez incroyable, parce que c'est vraiment des espèces de cages, plus que des prisons. Et c'est une espèce de noir infini, ce qui donne vraiment à cette scène quelque chose de très froid et de très onirique en même temps. Donc il y a quand même des moments de cinéma vraiment impressionnants, quoi. Je veux dire, Scorsese, il sait encore filmer, vous verrez pas un seul cadre qui n'est pas bon. Et voilà, il y a quand même des moments il y a un travail sur la musique qui est assez intéressant, parce que c'est un peu le seul truc qui fait que le poison... Enfin, que cette métaphore du poison vient, c'est qu'à chaque fois qu'on voit De Niro et DiCaprio ensemble...
et qui se mettent à parler. Il y a toujours cette espèce de musique, un peu de suspense qui revient toujours pour nous rappeler que c'est pas des retrouvailles de famille, mais bien des trucs de business. Et il y a beaucoup d'idées comme ça où régulièrement le film arrive quand même à me remettre dans son récit. Voilà, j'ai pas envie de dire aux gens que je le conseille pas, c'est un film que je conseille. Et d'ailleurs, ne serait-ce, je finirai là-dessus, ne serait-ce que effectivement c'est une fresque. Et bon, il y a le Napoléon du coup qui arrive de bientôt, mais une fresque, c'est pas si fréquent que ça. Encore plus à notre époque, c'est pas un style de cinéma qui est tant présent que ça, quoi, cette idée d'espèce de truc de grandeur à la Sergio Leone, tout ça. C'est pas un truc qui est si présent que ça. Et rien que pour ça, déjà, c'est rafraîchissant. Et puis l'histoire, elle est passionnante de cette communauté, de ce mec un peu perdu entre il veut faire plaisir à son oncle, et en même temps, il a des sentiments pour cette Nana Osage, et même il aime bien sa famille, on va dire, qu'il a créé avec elle. Et du coup, qui se retrouve à moitié entre les deux, à devoir faire un choix cornélien. Et ce personnage est super intéressant, surtout que c'est vraiment un personnage de lâche. Enfin, voilà, c'est vachement intéressant de suivre ce personnage-là qui est lâche, qui prend toutes les pires décisions. Mais... Qui est lâche et un peu stupide en plus de ça. Oui, quoi. C'est quelqu'un de simple. C'est pour ça qu'il se fait complètement manipuler par son oncle et qui, de façon très très facile, quoi. Voilà. Bon, au final, on en a parlé plus négativement que positivement, mais faut retenir qu'il y a du savoir-faire derrière tout ça. Ça reste Scorsese. C'est ça, il ne fait pas du tout partie de ces gens qui ont complètement basculé dans des nanars ou dans des trucs. Voilà, quoi, c'est quelqu'un qui. Oui, c'est pas Ridley Scott. Je suis pas d'accord avec ça, mais non, mais je dirais des gens que j'aime bien, des gens comme De Palma, ou qui est plus ou moins mort avec le numérique, qui a pas réussi à prendre le tournant, là où en vérité, en termes de talent, De Palma ne démérite pas par rapport à quelqu'un comme Scorsese. Mais voilà, et je sens un peu aussi dans Killer of the Flower Moon, je trouve pas ça réussi encore une fois, mais il y a un peu cette idée, on sait que Scorsese a beaucoup critiqué les films Marvel, et moi je suis d'accord globalement avec tout ce qu'il a dit, sachant que j'encourage tout le monde à plutôt lire l'article, que plutôt lire l'article relayé par des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui dénaturent ses propos, parce que ce n'est pas vrai. Je vois souvent qu'il dit que les films de super-héros c'est de la merde. Il n'a jamais dit ça. Il dit les films du Marvel Cinematic Universe c'est de la merde, et il a raison. Non, enfin, il dit même pas c'est de la merde en plus. Il dit, il parle que c'est, il dit que c'est du Disneyland, quoi. C'est du, comment il appelle ça, du parc d'attractions. Il dit que c'est du parc d'attractions. Il dit que c'est du cinéma qui ne fait pas réfléchir. Il dit que le divertissement n'est pas forcément fait pour oublier de réfléchir. Il parle, enfin bref, il a tout un discours là-dessus, et le résumé a, et aussi, je dis une précision parce que des fois, je sais que des gens peuvent être floutés. Là, moi, je viens de dire clairement ce que je pensais. Je pense que le Marvel Cinematic Universe, c'est de la merde. Je ne dis pas, et lui non plus, que les gens qui aiment ces films-là sont des abrutis, hein. Vraiment, genre, c'est vraiment un truc qui est... C'est con qu'il soit nécessaire de le dire, mais voilà, moi, quand j'ai du mépris pour ces films-là. Pour ces films-là et les gens qui les produisent. Les gens qui vont les voir, je trouve ça dommage d'aller voir ça plutôt qu'autre chose, mais quelque part, c'est pas mon problème, en fait. Les gens vont voir ce qu'ils veulent, et surtout, et on en connaît, il y a des... Enfin, dire que t'es bête parce que t'aimes des films qui, moi, me plaisent pas, ce serait extrêmement déplacé et très, très prétentieux, et c'est pas ma pensée, et Scorsese ne l'a jamais dit comme ça non plus. Donc voilà, je tenais à préciser ça aussi. Mais bref, ce qu'il voulait faire avec Killer of the Flower Moon aussi, c'est, je pense, ramener du divertissement et de l'ampleur, enfin faire un cinéma populaire, mais aussi différent, en revenant aux sources. Je sais pas si tu as rajouté quelque chose. J'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser enchaîner sur second tour de Bébert. De Bébert, de Albert Dupontel. Du coup, c'est l'histoire de une journaliste et son caméraman qui avant faisaient de la politique et maintenant sont relégués au foot dans leur journal qu'on connaît pas, enfin dans un média quelconque. Et à l'approche des présidentielles, il y a un nouveau candidat qui se présente, qui est le favori, qui est une sorte d'universitaire qui d'un coup a le soutien de tout le monde, de toutes les grandes puissances, et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière cette personne-là, tout n'est pas net, et du coup cette journaliste va enquêter sur ce candidat, et voilà, c'est compliqué de pitcher sans trop en dire. Oui, ça va être dur de spoiler parce qu'il y a
un truc dans le film, on va dire, il y a un élément perturbateur qu'on peut vraiment pas dévoiler, qui est pas dévoilé dans les bandes annonces. En fait, il y a un premier, on va dire, twist avec d'énormes guillemets qui arrive au bout d'une demi-heure, donc en fait, on peut pas dire plus que ça, quoi. Mais ce serait dommage de le gâcher, quoi. Ouais. Donc voilà, je vais juste dire ça, et du coup, ouais, voilà, ça commence comme une enquête pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce candidat. Dupontel, c'est un mec que j'aime beaucoup, qui fait un cinéma qui est populaire, qui est un peu du cinéma de divertissement, qui est un cinéma intelligent, inventif, et là on retrouve tout ça dans ce film. Pareil, c'est un film populaire, c'est un film drôle, c'est un film malin, c'est un film, c'est une fable, c'est un film d'amoureux du cinéma, je trouve, et ça se ressent dans chaque plan. C'est un mec qui adore jouer avec sa caméra, qui adore jouer avec le numérique, avec les effets spéciaux, qui adore jouer avec la photo, qui a une photo très particulière, très très contrastée, très 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 colorée, qu'on voyait déjà dans ces 2 derniers films. Surtout Adieu les cons. Enfin, surtout dans le dernier, quand même. Surtout dans Adieu les cons. C'est quasiment la même photo que dans Adieu les cons. C'est un film drôle, du coup, là, c'est emmené par Cécile de France, qui est super drôle, qui a un tempo comique et une gouaille qui est vraiment top, et Nicolas Marié, qui était aussi dans Adieu les cons, et que vous connaissez peut-être dans les sketchs du Palmacho, qui joue souvent le vieux daron dans les sketchs du Palmacho. Et du coup, Albert Dupontel qui joue le candidat. Du coup, que dire ? Ouais, bah voilà, en fait, qu'est-ce que je vais dire de plus ? La musique est top, les acteurs sont top, il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment dingos. Plusieurs fois dans le film, je me suis dit waouh, enfin, j'ai soufflé un peu en mode waouh, comment il a fait ça, ce con. Et c'est quelqu'un qui adore le numérique et qui sait prendre parti des avantages du numérique pour vraiment s'amuser et faire ce qu'il veut, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien avoir une grande liberté, c'est pour ça qu'il tourne beaucoup en studio, il tourne mine de rien assez peu finalement, ouais, en décor réel. Il y a quelques plans quand même en décor réel. Il y a une scène. Mais une scène dans les Cévennes. Non, c'est quelqu'un qui s'amuse, avec les drones, qui s'amuse avec des fonds verts, avec il y a notamment un plan pendant un gala où t'as la caméra qui tourne autour d'un groupe. Sauf qu'il y a aussi, comme c'est un gala, c'est bondé, il y a des gens partout, il y a aussi des gens en premier plan, et vraiment la caméra fait une sorte de travelling circulaire, et ça donne une sorte d'effet surréaliste. On essaie de savoir comment ça a été fait. Toi, tu pensais qu'il n'y avait aucun effet numérique, aucun effet numérique, et que c'était juste une valeur d'échelle, enfin de distance de focus et tout, mais l'effet, le rendu est tellement surréaliste que ça me paraît même bizarre que ce soit fait juste comme ça. Mais non, c'est quelqu'un qui s'amuse. Et genre, à un moment, il se dit, ah bah, j'aimerais bien qu'il y ait une baston dans mon film. Bah, il y a une baston, elle est très très bien filmée. Et elle est mieux filmée que la plupart des films de baston que ce que je vois. C'est pas du farang non plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais bordel, tous les coups, tu les sens. Y a pas de. Enfin, c'est pas surcuté. Franchement, ça marche trop bien. Tu sens qu'il s'amuse, en fait. Il voulait avoir des cascadeurs et des cascadeuses et se faire sa scène de baston, bah il l'a faite, ça marche de ouf. Ouais, c'est un cinéma d'amoureux du cinéma, et c'est un cinéma généreux aussi en émotion, parce que de toute façon, comme c'est une précédente, enfin Adieu les cons, qui n'a pas fini la séance en turbo chialade, bah là c'est presque pareil. Je suis peut-être un peu, je trouve qu'il manque un petit truc à la fin quand même. J'ai pas autant chialé que sur Adieu les cons. Adieu les cons, ça m'avait vraiment ravagé. Mais là, il m'a manqué peut-être le petit truc pour me faire tirer une larme de plus. J'ai tiré quelques larmes à un moment, mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc en plus. Mais vraiment, c'est du pinaillage. Hein. Pour moi, c'est du très bel ouvrage, et c'est du. Et on peut essayer de chercher des petits défauts et tout, mais au final, pour moi, c'est ce genre de films-là qui sont des films de passionnés. J'ai pas envie de m'attarder trop sur les défauts, parce que allez voir le film, c'est une proposition qui est ultra fun. Vous allez rigoler, hein. Franchement, c'est vraiment du divertissement. Mais quand je dis divertissement, c'est pas du tout dans le sens péjoratif. Hein. Divertissement dans le sens, c'est fun à regarder, vous allez pas regarder votre montre. C'est drôle, c'est trépidant, parce qu'il y a une histoire d'enquête, d'aventure, de complot. Donc voilà. Et il a un cinéma très... c'est toujours des personnes qui s'opposent à un système qui est plus grand qu'eux,
et qui est impossible à faire tomber. Et c'est des gens qui vont toujours rentrer en conflit, en guerre, contre un système qui les dépasse et qui... Il y a un côté très romantique, en fait, très romanesque. Donc voilà, c'est un cinéma romantique. Oh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, les défauts, je vais les dire quand même, parce que j'ai énormément aimé le film, mais j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans quand même. Dupontel, c'est quelqu'un, et ça se sent, nous on était à une des avant-premières, on l'a vu, et c'est quelqu'un, s'il suffit de voir des interviews de lui ou quoi, qui est enfin, je sais pas si c'est diagnostiqué, mais je veux dire, qui est clairement hyperactif. Et ça se ressent dans son cinéma. Oui, il dit 15 mots à la C'est seconde. ça, Quoi. il parle très vite, et ça se ressent dans son cinéma, c'est-à-dire que tu dis que c'est un film qui a des idées, qui a beaucoup d'idées, mais effectivement, qu'on a absolument tout le temps, et c'est vrai que des fois, waouh, t'enchaînes 8 plans improbables d'affilée, avec un montage en plus qui lui, si c'est pas un cut toutes les secondes, c'est un plan qui tourne, où il faut qu'il y ait du mouvement, donc c'est vraiment un cinéma qui bouge beaucoup. Des fois, notamment le début, moi j'ai eu un peu de mal à suivre au début, quoi. Il y avait vraiment des moments où wow, comme quelqu'un qui me parlerait tout le temps, que je connais pas encore, quelqu'un qui m'agripperait en soirée, et puis qui me raconterait toute sa vie, et tu fais wow, ok, tu mets un peu de temps, et au bout d'un moment le mec devient intéressant, et tu rentres dedans. Voilà, c'est tout, j'ai fait le tour des défauts. Enfin, de mon point de vue, après, c'est pas un Dupontel hein, que je mets spécialement au-dessus de beaucoup d'autres. Je pense pas que ce soit son meilleur, mais... Et là, pour moi, c'est pour ça que Dupontel, moi, je commencerais vraiment à le mettre parmi les grands. Vraiment, je pense qu'on peut le considérer très sérieusement, de le mettre parmi les grands cinéastes français. Clairement, c'est dans mon top 3 cinéastes français du moment. Je sais pas, moi, c'est dur quand même. Mais le fait est que là, on en arrive au stade où même un film de lui qui n'est pas parmi mes favoris, je trouve que c'est au-dessus de la mêlée en règle générale quand même, quoi. C'est... Alors attention, moi je comprendrais que ça déplaise dans ce côté hyperactif, hein, ça c'est quelque chose qui peut être, je comprends, un peu repoussoir. Le problème de Dupontel qu'il y a notamment avec la critique, quand bien même c'est quelqu'un qui a eu un nombre incalculable de César pour Au revoir là-haut et Adieu les cons, et voilà, c'est que souvent, comme c'est juste de la comédie, j'ai un peu ce sentiment-là, que, bah, on est un peu en mode, oui, bah c'est sympa, quoi. Non, parce que c'est quelqu'un, t'as dit le mot fable, et c'est très juste, parce que dans tout le côté riche de ce que peut être une fable, avec notamment des instants de poésie et de tendresse, on peut dire qu'il y a une scène de... Bah, le film s'appelle Second Tour, donc on peut dire qu'il y a une scène de... Merde, de débat, voilà. Débat télévisé. De débat télévisé. Moi, qui est une scène qui m'a fait fondre en larmes parce qu'elle est d'une tendresse envers son personnage, d'une tendresse absolue, et qui est d'une joliesse, d'une simplicité. Pour le coup, Oui, là, il se calme sur les effets de caméra, en plus. C'est quelqu'un qui aime ses personnages. Et ouais, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et je vais y venir parce que c'est pas pour rien que le film dont moi je vais parler à la fin, c'est La Belle Équipe. C'est parce que c'est des références qu'il a aussi, le réalisme poétique. Il en parle régulièrement, entre autres. Mais lui, dans le cinéma français, c'est ces gens-là qu'il cite, Duvivier, Grémillon, Carnet, Renoir. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui va travailler sur des personnages archétypaux, qui va caractériser de par leurs acteurs, de par une manière assez grossière voilà, enfin c'est des gens dont on capte en 3 secondes le comportement. En passant par... Grossier, c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein. De manière grossière, ça veut dire aussi efficace, rapide. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui va déconstruire psychologiquement un personnage. Sauf que ça lui... Comment dire, il crée ces personnages-là, et il va les border, les chouchouter. On sent que lui, quand il doit se séparer d'un personnage, ou quand il fait du mal à un de ses personnages, ça lui fait du mal à lui aussi. Et à contrario, d'ailleurs, quand il y a un personnage qu'il aime pas, il te le fait savoir très rapidement. Et c'est des choses qu'on peut voir. Je crois que j'avais recommandé le livre Au revoir là-haut. Dans le bouquin Au revoir là-haut, le méchant, Dupré, si je dis pas de bêtises, qui est joué par Lafitte dans le film, dans le bouquin, ça reste un méchant, mais comme on sait beaucoup plus ses motivations que dans le film. Dans le bouquin, il y a vraiment ce truc, on comprend pourquoi il agit comme ça. C'est pas dire qu'on le pardonne, c'est le méchant, c'est un des grands méchants du livre, mais voilà, il y a un axe de compréhension, là où dans le film, c'est vraiment un type qu'on adore détester, quoi. Mais il y a aucun doute que c'est un salopard dans le film. Dupontel, il peut avoir ce côté très binaire. Et après, il joue sur d'autres formes de subtilité, notamment vis-à-vis de son regard sur le système, sur comment on regarde notre environnement, le monde, les autres. Enfin voilà, il a tout un regard sur le monde qui est à peu près le même de film en film. Hein. C'est quelqu'un qui a une filmographie extrêmement cohérente. Et voilà, enfin oui, moi je prends un plaisir
fou à regarder ça. Certes, c'est quelqu'un qui a des mouvements de caméra acrobatiques, hein, souvent, mais qui ne sont jamais gratuits. On peut trouver que juste à poser, ils sont trop, mais en vérité, à chaque fois qu'il en fait un, c'est pour dire quelque chose. C'est jamais gratos. C'est quelqu'un qui a un amour du cinéma numérique, et si vous écoutez régulièrement, vous savez que moi, je déteste tous ces clichés en mode le numérique, ça fait fake et tout machin. Il y a des effets spéciaux qui se voient dans le film de Dupontel. Il nous a dit qu'il y avait 1300 plans de trafiqués sur 2000 et quelques. Sur 2000, ouais. Parce que beaucoup, 2000, hein, pour un film de 1h30, ça fait beaucoup. Et pour dire que le montage va quand même vite, vous allez pas voir les 1300 plans, vous allez pas voir les 1300 trucages. Ouais, Il y en a que vous allez voir. 1250, moi. Ouais, moi aussi. Non, mais après, il y en a qu'on peut deviner d'ailleurs aussi. Mais enfin, qu'on peut deviner qu'il y en a un parce que le plan est juste impossible. Mais voilà, il y a un amour, voilà, du trucage, et c'est drôle parce que c'est dans un cinéma à la fois très artisanal et très numérique. Comme quoi, c'est deux choses qui sont pas du tout opposées. Et voilà. Non, moi, c'est quelqu'un que j'aime d'amour. Moi, j'ai fini en larmes complètement, j'en pouvais plus. Moi, j'aime beaucoup la fin, moi, pour le coup. Elle est jolie. Et qui plus est, c'est un type qui, lui, ose... adieu les cons, je crois que c'est 1h20. 9 mois ferme, je crois que c'est 1h14. Bon, c'est un type qui, comme c'est efficace, et qui va droit au but, et qui va vite... Bon, bah... Voilà, il va vite, quoi. Il va à l'essentiel. Hein. Ce qui n'empêche pas l'émotion de se déployer. Et moi, j'étais en larmes. Quand il arrivait sur scène... Je sais pas pourquoi le fait de le voir et qu'il y a eu une standing innovation, ça m'a touché pour lui. Donc j'ai rechialé debout comme un connard en train d'applaudir. On peut féliciter les gens qui étaient à cette séance parce qu'ils ont tous posé des questions très pertinentes. Oh l'enfer, mais c'est toujours un enfer les Q&A. Il y a quand même un mec qui a commencé par dire oui, moi je vous mets dans les plus grands avec Astier. Non, vous êtes les piliers du cinéma français. Oh là là, avec et après, il a parlé de politique et il a parlé de Jacques Cheminade. Ouais, il a dit, ouais, moi, j'ai pas l'entre... vous êtes comme Jacques Cheminade, vous êtes quelqu'un d'intègre et tout. Aïe, 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 aïe. Oh, ah oui, je veux parler d'un truc aussi. Ce n'est pas un film qui parle de parti politique. Parce qu'aujourd'hui, le mot politique fait un peu peur. On peut faire de la politique sans être associé à un parti spécialement. Dupontel, il revendique d'avoir... Enfin, il revendique. Il n'a jamais voté, c'est pas quelque chose qui suit. Par contre, c'est... Enfin, tout est politique de toute manière. Lui, il assume en vérité de faire un film politique, mais politique dans le sens où il parle de gens, il parle d'environnement, il parle de décor, de société, donc c'est politique. Par contre, effectivement, il ne parle pas de gauche ou de droite, c'est pas son sujet. Moi, je trouverais ça dommage de lui en faire la critique. Enfin, de un, je trouverais ça dommage d'en faire la critique, et de deux, pour les gens qui auraient peur justement qu'il ait un discours là-dessus, c'est pas le cas, vraiment. Et la politique est vraiment un décor, en fait. De la même manière que Henri Verneuil, quand il fait le président avec Gabin, c'est un décor, quand bien même ça parle de politique également. Voilà, et je parle d'Henri Verneuil parce qu'Henri Verneuil fait partie des cinéastes qu'il peut citer, qui était un réalisateur qui était détesté également par la Nouvelle Vague, parce que justement, était considéré comme trop... Bon, de toute façon, on avait parlé de Verneuil pour Week-end à Zuidcote, mais voilà, qui était considéré comme divertisseur, donc pas très intéressant, quoi. Mais voilà, juste pour rassurer les gens qui auraient peur que ça parle politique, et pour marteler aussi, tu l'as dit plusieurs fois, mais effectivement, c'est une comédie, avant tout. Pour tout et pour tout, c'est avant tout une comédie. Et je trouverais ça dommage pour d'autres gens qui disent oui, mais il prend pas vraiment parti, machin, etc. Je trouverais ça dommage de s'arrêter là, parce qu'on peut prendre le pouls d'une société, on peut avoir un discours sur des gens, on peut créer des personnages, les aimer, raconter une belle histoire dans un cadre politique sans dire votez Mélenchon. Voilà. Okay. Votez Mélenchon. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Non, je sais pas si t'as d'autres choses. Ouais, c'est en fait du coup le fait qu'il parle de politique, le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il se mouille pas trop. Au final, les choses qu'il dit sont assez basiques de il faut être plus écolo et faut être plus gentil les uns envers les autres, faut être plus simple dans la vie. Quelque chose qui est quand même un discours très accepté, et les méchants, c'est les gros actionnaires et tout. Donc ça peut être un reproche qu'on lui fait, et que ce soit un cinéma de la politique assez bourgeoise, un cinéma assez bourgeois, ce qui est vrai, mais ce qui est aussi assumé, et il le sait qu'il est bourgeois, et il le dit en interview, et ça se ressent, son humilité. En fait, il aborde le sujet avec beaucoup d'humilité, en fait, ce qui fait que pour moi je peux pas trop lui faire ce reproche là, parce que au final, il a une sorte de vision un peu, pas utopiste, mais assez légère de ce qu'il va aborder. Mais ça marche parce que c'est une fable, parce que
Parce qu'au final, lui n'est pas politique, il n'a pas de connaissances en politique, il n'a pas, il a pas non plus un En politicien, parce que quand tu lui parles de capitalisme et tout ça, c'est un type qui peut te parler pendant des heures et qui a des connaissances vraiment sur notre monde actuel. Vraiment, quand il parle, du coup, ça, voilà, c'est impressionnant. pour moi, c'est assumé que c'est pas justement du Ken Loach qui va être très précis dans ce qu'il veut dire, très précis sur les problèmes et tout. Là, c'est une fable. N'allez pas le voir comme un brûlot politique, allez le voir comme comme un conte. Un conte politique, je sais pas si ça existe. Dupontel l'a fait. Voilà, c'est ça. Dupontel l'a fait. Une fable politique. Non, je trouve que c'est très joli. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que parfois, juste parler des gens, encore une fois, mais on en reparlera pour La Belle Équipe, et j'en ai parlé pour Le Quai des Brumes, parfois juste montrer les gens tels qu'ils sont, sans vouloir forcément montrer des gens qui renversent le système ou quoi. Parfois, ça peut aussi être une belle manière de parler des... J'aime pas ce mot-là, mais des gens du peuple. On se comprend quand je dis ça, quoi, des gens... Ouais, c'est parce des gens plus normaux. Bah, les journalistes, ça reste les personnages principaux, ça reste des gens... Et c'est des marginaux de... on peut pas spoiler, mais il y a quand même un personnage quand même qui peut symboliser cette simplicité aussi, et voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, si tu fais un brûlot politique, tu peux pas être léger. En fait. Tu peux pas aborder un thème avec légèreté si tu fais un brûlot politique. Et du coup, là, il marche un peu sur une ligne assez ardue, et au final, ça marche très bien. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Je trouve que ça fonctionne très bien. À mes yeux aussi. Voilà, je sais pas si tu veux... Je pense que c'est tout. Alors, le Vourdalac, hein. Le Vourdalac, moi, vas-y. J'y vais. Le film que vous verrez si vous pouvez, parce que je crois qu'il sort dans très 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 peu de salles. C'est un premier long métrage. Il est dans les MK2. Donc. Il est dans les MK2, voilà, donc à Paris, mais sinon, c'est un film qui va être difficile à trouver et qui restera pas longtemps. Qui raconte, donc adapté d'une nouvelle de Tolstoï, mais pas celui que vous connaissez, mais un cousin du cousin de Tolstoï, qui était venu en France et qui avait écrit cette histoire, un grand bourgeois, et qui avait écrit cette histoire parce qu'il aimait, je sais pas, il aimait bien le folklore français. Et qu'est-ce que ça raconte du coup ? C'est un type, lors de la Renaissance à peu près, quoi, un soldat du roi, son armée, enfin ses gardes du corps se sont fait massacrer. Le marquis d'Urfé, que je vais appeler sobrement le marquis. Voilà, il a besoin de cheval et tout, il est paumé au milieu de la forêt, et il va tomber sur une famille, notamment avec une jeune femme dont il tombe amoureux dès le premier regard, dont le père, enfin le patriarche de cette famille, est parti se battre contre des Turcs. Et dans le folklore de cette communauté, existe donc le Vourdalak, qui est en gros quand une personne ne revient pas au bout de 6 jours, elle revient hantée. C'est un vampire, mais le roman a été écrit bien avant Bram Stoker, donc c'est vampire dans le sens où il y a littéralement cette imagerie du vampire, du truc qui suce le sang et tout ça. Il y a une autre nouvelle de ce mec-là qui s'appelle Le Vampire. D'accord, bon bah... Donc ça existait déjà dans le folklore. Bah voilà. En tout cas de l'Europe centrale, parce que ça se passe pas en France. Ça se passe pas en France, ouais. Et bref, et donc le Vourdalak, donc c'est un peu un truc en gros où le papy revient, le patriarche revient. À part notre héros, personne ne voit que c'est un os sur pattes, voire une marionnette articulée, pour nous spectateurs, qui en fait va contaminer toute la famille un par un. Voilà, tout simplement. Pour la peine d'aller beaucoup... Simplicité. Bon, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Je commence, hein. Vas-y. Parce que moi j'étais en présence de l'équipe, donc j'ai plusieurs éléments, ouais, puis plusieurs éléments de réponse, parce que c'est un film, ce sera peut-être une de ses grandes qualités d'ailleurs, c'est un film original, dans le vrai sens d'original, quoi. J'ai pas vraiment souvenir d'avoir vu... Ce serait presque un mélange pour moi entre Pasolini et Léos Carax en fait dans son travail. C'est parce que je fais des citations comme ça. Non mais en fait moi j'ai beaucoup pensé à ça parce que le début du film me déplaisait beaucoup, mais parce que ce que disait l'équipe du film me faisait un peu chier pour être honnête. Donc il y avait beaucoup de discours parce qu'ils ont tourné en 16 mm. C'est une marionnette articulée, donc il y a eu tout un discours sur le fait de pas d'avoir d'effets spéciaux, tout ça, moi qui m'ennuie beaucoup. Donc quand le film commençait, je me suis dit tiens c'est con, j'ai envie de le voir au début et puis maintenant j'ai plus envie. Donc le truc commençait, mais en fait c'est un cinéma très particulier parce que très, je sais pas comment le dire, très amateur dans sa forme et qui justement peut beaucoup ressembler à une manière de faire de
de Pasolini, où Pasolini, vraiment, on est parfois dans le traitement, vraiment dans de l'amateurisme, dans le travail de l'image, qui peut être assez déroutant. Et c'est des questions que je me pose, c'est en voyant ce film-là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'un nouveau Pasolini, et justement de faire les reproches à ce film-là, qui sont les mêmes reproches qu'on faisait à Pasolini et qu'on ne fait plus aujourd'hui avec le recul. Donc j'avais des questionnements comme ça en voyant le film. Je ne pense pas que ce soit le nouveau Pasolini, parce qu'il y a quand même des choses qui m'embêtent un peu dans le film. Mais déjà, son originalité, elle me parle. Et je parle de Carax par rapport à Annette, parce que vraiment, quand je dis que c'est un pantin désarticulé, c'est littéralement une marionnette, et ça se voit, le Vourdalak. Nous, spectateurs, on voit pas les ficelles, mais c'est... Enfin, parce qu'il n'y a pas de ficelles d'ailleurs, mais c'est à l'intérieur qu'ils étaient. Mais voilà, c'est vraiment... On voit les yeux, on voit la bouche, on peut voir presque les vis au bout des mains et tout ça. Bref, c'est vraiment une marionnette articulée. Et ça donne un rendu à l'image que moi je trouve assez étrange. Étonnamment, j'y crois quand même. Ça me donne des scènes, plus le film avance, sincèrement étranges. Je l'ai dit, c'est tourné au 16 mm, ce qui donne une qualité assez dégueu au film. Ce qui permet à la fois que le Vourdalak et les humains peuvent exister dans le même cadre sans que ça sonne complètement dissonant. Et ça donne aussi une photographie volontairement délavée, mais qui aussi donne quelque chose d'immédiatement fantomatique, comme vraiment un film qui viendrait d'autre part. Eux, ils disaient derrière, c'est pour que le film puisse dater d'il y a longtemps. Moi, j'aime pas trop ce genre d'argument, parce que... Enfin, oui, que le film, comme si ça pouvait être un film un peu perdu d'il y a longtemps, oui, sauf que quand on regardera le film dans 30 ans... Enfin bref, c'est des arguments que j'ai jamais trop compris, mais de fait, c'est vrai que ça donne un rendu très particulier, très onirique par moments. Après, je trouve que le film a plusieurs moments finalement assez embarrassants. J'aime pas beaucoup la manière de traiter les acteurs. Il me semble que c'est une troupe d'acteurs, en tout cas c'est des gens qui se connaissent en amont. Et je trouve que ça se sent. Et moi ça me fait chier, parce que je vais pas au cinéma pour voir du théâtre. Et... Il y a un des frères Schneider. Oui, qui ressemble vraiment à son frère. Ils se ressemblent tous, c'est ouf. Ouais, ah oui, ils se ressemblent tous, comment ça ? Il y en a 5. Attention avec cette phrase. Oui, il ressemble vraiment, en tout cas, ouais, effectivement, à son... Je sais pas, je connais pas les autres, mais... Nils, c'est le plus connu, Oui. Nils Schneider, qui est notamment marié à Virginie Fira. Tout à fait. Le salaud. Ouais. Bref, Non, enfin, bon, bref. C'est toute cette troupe, moi, le jeu d'acteur très théâtral, comme ça, m'ennuie un petit peu. Je trouve que toutes les vannes tombent à l'eau. Parce que c'est un film qui a un côté un peu kitsch et un peu volontaire. Nous, ils l'ont dit, vous avez le droit de vous marrer. Hein. Ça tombe mal, parce que moi, j'ai pas rigolé. J'aime pas ce côté troupe d'acteurs. Je suis pas au cinéma pour voir ça. Ça me dérange et ça m'a pas... Ça fait partie des trucs qui me dérangent pas. Par contre, comme je l'ai dit, plus le film avançait, plus je l'aimais bien. Et j'aime beaucoup la fin, notamment. Avec certaines scènes très dérangeantes. Et je ne parle pas de celles dont on a parlé, dont celles qui l'auront vu, penseront, scène de sexe, on peut le dire, qui est vraiment particulière. Mais même tout ce moment un peu final, je trouve qu'il y a des vrais moments atmosphériques, des vrais moments dérangeants, baroques, et une très jolie fin. Voilà. Ok. Je t'en prie. Ouais, moi je sais pas trop quoi penser de ce film. Je pense que je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais plus à un film d'horreur et à ce côté il y a notre... En fait, je m'attendais à une scène précise parce que du coup la légende c'est le père Gorcha avant de partir il dit si je reviens pas dans 6 jours c'est que je suis mort, et si je reviens après 6 jours ne m'ouvrez pas, c'est que je serais devenu un maudit Vourdalak. C'est un peu ce qu'il dit en substance. Et moi je m'attendais à une scène de ouf où il toque à la porte, il dit ouvrez-moi, et qu'il y ait vraiment un dilemme de est-ce qu'on lui ouvre ou est-ce qu'on lui fait comme il a dit. Et au final ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment genre il apparaît comme par magie dans le jardin et c'est salut papy. Et du coup je trouve que ça m'a enlevé une scène que j'aurais bien aimé. Alors tu peux pas reprocher à un film de pas être ce que tu attendais. C'est vrai. Tout à fait. Mais du coup je sais pas, en fait je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus peut-être plus horrifique. Là c'est du coup comme t'as dit, ouais, c'est un film qui est très fantomatique. La photo est bave de ouf. Non mais je sais pas quoi dire parce que déjà t'as tout dit plus ou moins. Ouais, non, j'avoue que j'ai pas trop accroché. Je vois les qualités qu'il a, mais j'ai pas trop accroché à la marionnette. J'ai pas trop accroché à la photo, même si je comprends pourquoi elle est comme ça.
j'ai pas trop accroché au rythme, à l'ambiance. Euh, donc, euh, donc en vrai, je vois toutes les qualités qu'il a, parce que c'est vrai qu'il a des qualités, et c'est un objet ultra intéressant, c'est un objet filmique. Vraiment, allez le voir. En vrai, je vous déconseille pas du tout d'aller le voir. C'est vraiment quelque chose d'original que vous allez pas voir beaucoup au cinéma, en tout cas en ce moment. Enfin, que c'est le genre de film le genre d'ovni que tu peux voir une fois par an, quoi, plutôt. C'est ça que je voulais dire. Donc, allez le voir, hein. Surtout que, comme tu dis, il va pas rester longtemps, donc va sûrement faire aucune entrée. Donc, Il a été acheté par Prime, hein, donc d'ici un an et demi, okay. il sera sûrement là-bas. Il sera aux États-Unis, The Vordelak. Non, mais voilà, je pense que c'est un film qui se partage, par contre, moi, c'est un peu ça que je veux dire, quoi. Qui se regarde à plusieurs, parce que c'est un film bizarre, donc je pense que c'est chouette, soit de le voir en salle, soit avec des potes. Petite soirée Halloween, un film un peu kitsch, un peu baroque. Ouais. Non, j'aime beaucoup le personnage de Zenka, qui est la nana, la fille du vieux Gorcha dont le marquis tombe amoureux, qui est un personnage très énigmatique, qui est malheureuse parce qu'elle a perdu un amant, du coup qui est toujours ailleurs, et en même temps qui commence à s'attacher à ce marquis, qui comprend assez vite que son père n'est pas son père. Lui, il voit la marionnette, quoi. Oui, le marquis, lui, il a compris seconde zéro que ben non, c'est pas votre père. Qu'est-ce que et non, il y a des scènes. En fait, il y a aussi tu sens qu'il a envie de faire des scènes qui marquent. Il y a une scène avec un yinche, il y a une scène avec la scène de sexe, il y a une scène avec une falaise, il y a des. Tu sens qu'il a envie de créer des tableaux qui fonctionnent très très bien. Ça, j'ai rien à dire. Du coup, Zdenka, elle a une tenue. Bah, du coup, je t'en parlais tout à l'heure. C'est comme là-haut, j'ai un tableau de Moucha qui est en fait une pub, je sais plus moi, du début du siècle dernier, pour Moët et Chandon, le grand crément impérial, ou pour aller voir sur internet, du coup, Alphonse Moucha, où c'est une femme avec une longue robe un peu jaunâtre et beaucoup de bijoux un peu genre gypsy et tout. C'est exactement la même femme que dans le Vourdalak. Du coup, je pense qu'il y a une ref, une influence. Donc non, en vrai, l'ambiance est cool. Cette vieille maison, une ancienne ferme qui est très grande, avec des vieux murs, Enfin, le film arrive direct à te mettre dans l'ambiance avec cette maman qui prépare un bouillon dégueu. Enfin, tout est là pour te mettre un peu mal à l'aise, pour te faire dire, il y a un truc chelou dans cette famille. Voilà, t'as envie de dire au marquis, casse-toi de là tout de suite, trouve un cheval ailleurs. Y a pas, et ça, parce que à chaque fois, le chef de la famille, il dit je vous trouverai un cheval, et en fait il y a toujours un truc, le père, le fils qui tombe malade, enfin il y a toujours un truc qui l'empêche d'avoir ses fichus chevaux. Donc voilà, c'est une sorte de proto-film de vampire qui est très spécial. J'ai vu, c'est genre la 6e ou 7e adaptation de la famille du Vourdalak. Parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup des Russes. Les Russes ont beaucoup adapté ça. Il y a eu aussi Mario Bava. Ouais. Et Mario Bava, je crois que son film, il est genre divisé en 3 parties. Ouais, c'est 3. Ouais. Et c'est que une des 3 parties. La nouvelle fait 15 pages, hein, en fait. Hein, elle est vraiment très courte. Donc voilà, en vrai, c'est un ovni, allez le voir. Hein. C'est le genre de film que vous voyez pas tous les jours. Toujours sympa de découvrir ce genre de cinéma. Et si on parlait de Ken Loach, alors? Waouh! On peut préciser qu'on en sort, plus ou moins. On l'a vu il y a 3 heures maintenant, 3h30 maintenant. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Vas-y, hein. Que dire? Bah, du coup, c'est vraiment du classico Ken Loach. C'est. Je sais même pas si c'est en Angleterre ou en Irlande. Disons au nord de l'Angleterre. Au nord de l'Angleterre, ouais. Bon, c'est une vieille, une ancienne cité minière, une ville minière qui est assez pauvre et qui accueille un bus de Syriens, de réfugiés syriens, du coup au moment de la guerre avec Assad, l'État islamique, tout ça. Et forcément, il y a
Ils vont être accueillis par des gens un peu fachos, qui vont tout de suite leur dire bah, vous êtes pas chez vous, cassez-vous. Il y a certaines personnes de la population qui vont les accueillir, qui vont les aider à essayer de trouver des affaires, essayer de récolter des choses, de la charité. Il y en a d'autres qui vont essayer juste de les harceler. Et dans ce petit contexte, on suit Yara, une jeune photographe du coup syrienne, et TJ, comment il s'appelle déjà? Tommy Joe. Et son nom de famille, il a un nom de whisky. Ouais. Du bla... Mala... Ah, je sais plus. Ah bah mince, j'ai plus Bon. c'est un nom de whisky, je sais, mais... TJ, en tout cas. Et TJ, qui est un patron de pub, qui aide volontiers, du coup, ces réfugiés syriens, qui aide Yara à réparer son appareil photo parce que il y a un des racistes qui lui a pété. Et du coup, de cette nouvelle amitié entre les deux, va se créer un projet pour essayer de rapprocher les communautés qui sont totalement séparées pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment du classico-classique Ken Loach avec une petite ville, des prolos, tout le monde dans la merde, et du racisme. Mais c'est zéro originalité, mais beaucoup de savoir-faire. Et Ken Loach fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire travailler ses personnages, travailler ses interactions entre personnages, ses dialogues, cette atmosphère, cette ville de prolo. Ouais, non, franchement, c'est du bon Ken Loach, c'est du bel ouvrage. Qu'est-ce que je peux dire? Y a pas grand-chose à dire du coup, parce que j'ai l'impression d'avoir vu ce film-là plein de fois. Mais si vous avez déjà vu du Ken Loach, vous serez pas perdu. C'est tout aussi bien pour moi. C'est du bon ouvrage. On s'attache tout de suite au personnage. J'aime beaucoup le personnage de Yara. L'actrice, elle me dit quelque chose. J'ai pas revérifié si je l'avais déjà vu. Il tourne souvent avec des no-name, Ouais. Ken Loach. Et moi, je le connais pas en tout cas, mais. Ok. Mais il est super ce personnage. Et c'est deux personnes qui sont paumées, qui vont essayer de créer quelque chose ensemble pour ne plus être paumées. Et c'est toujours un peu ça en fait. Ken Loach, c'est toujours la pauvreté individualisée des personnes. Et c'est par le commun qu'on va sortir à la fois de la pauvreté, qu'on va recréer une communauté, qu'on va recréer du commun, et qu'on va sortir de la misère, quoi. C'est toujours... C'est toujours plus ou moins les mêmes thèmes, ils l'abordent pas toujours exactement de la même façon, des fois c'est à crever de tristesse, comme dans I, Daniel Blake, ou des choses comme ça. Des fois c'est plus, on va dire, enjoué, comme dans La part des anges. Donc c'est toujours des variations sur le même thème. Là c'est un peu entre les deux, il y a des moments très durs, des moments un peu plus joyeux. On n'a pas envie de se tirer une balle à la fin. Mais pendant le générique... Mais on rigole pas beaucoup. Et pendant le générique, beaucoup de gens se mouchaient et on entendait des reniflements de gens qui avaient pleuré. Mais... Alors qu'on était pas beaucoup dans la salle. C'était nous deux avec notre petit vieux. On était genre 6 quoi. Dont nous deux. Donc... Non, c'était... donc moi j'aime beaucoup, c'est du Ken Loach qu'on aime bien. Et c'est du Ken Loach où voilà, vous allez tomber amoureux des personnages et c'est quelqu'un qui aime ses personnages et qui arrive à nous les faire aimer. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui... Il y a quand même un vrai savoir-faire et pourtant, effectivement, sur le papier, je veux dire, c'est du cinéma qui raconte un drame social avec une photographie pas spécialement colorée, avec des personnages qui sont pas au top de leur forme, avec une mise en scène qui, pour le coup, qui est un peu l'anti-Dupontel total, mais Dupontel, d'ailleurs, cache pas son admiration pour des gens comme Ken Loach aussi, qui arrivent à aborder ça avec une réelle simplicité, mais ce qui n'enlève pas un vrai savoir-faire cinématographique et un vrai... C'est bête à dire, mais un vrai savoir de conteur aussi, quoi. Ken Loach est un mec, t'as dit le mot personnage, t'as raison, parce que c'est peut-être le seul point commun qu'on trouvera avec quelqu'un comme Dupontel, d'ailleurs, mais effectivement, c'est des gens qui s'appuient avant tout sur des personnages, et qui vont s'y intéresser à leur aventure pour Dupontel et leur... je sais pas comment dire, bref, leur histoire, j'ai pas trouvé de mot équivalent pour Ken Loach, et qui vont suivre ces personnages, et voilà, là où, chez Ken Loach, évidemment, on est plus sur...
Là où Dupontel, effectivement, c'est une aventure, donc il y a un point A, et ils te disent voilà le point B, et c'est là où on sera à la fin du film. Il n'y a pas ça dans Ken Loach. Tu sais pas spécialement ce que c'est que le point B en vérité dans Ken Loach, généralement. Et sauf typiquement la part des anges, où là il y a un objectif, mais en général, voilà, on va suivre les déambulations de personnages au pluriel. Et bah c'est ça, et il y a un vrai savoir-faire. Si il n'y a pas de couleur, c'est avant tout parce que le décor ne propose pas de couleur. Parce que j'ai pas envie qu'on pense non plus que c'est quelqu'un qui désature volontairement sa photographie, parce que ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un, même s'il choisit de tourner dans les lieux pas colorés, il choisit ce qu'il filme, attention, hein, mais typiquement les moments où le personnage va sur la plage, bah c'est pas désaturé, l'eau est bleue, la plage de Galets est jolie et agréable à regarder, des couleurs en ressortent. Mais effectivement, tous les moments dans la ville, bah, c'est gris, marron terne, voilà. C'est vraiment les villes minières, quoi. Ouais, c'est un ça. peu ce qu'on peut voir aussi en France dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il s'adapte à ce qu'il filme, et il le fait très bien. C'est marrant, Ken Loach, c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien, arrive sur ses 87 ans, enfin à 87 ans, et a toujours su étonnamment se renouveler. Là où sur le papier, comme tu dis, bon, tu fais un peu toujours le même film, enfin, techniquement, il fait un peu toujours le même film, mais il arrive toujours à trouver un nouvel axe, une nouvelle manière de raconter. Je trouve que c'est une très belle idée, cette idée de gardien de pub, parce qu'en fait, c'est plus que le gardien, c'est plus juste Le patron, quoi. c'est pas juste le patron, c'est que c'est le patron du seul pub encore ouvert, en fait. C'est le seul lieu de commun, c'est le seul C'est lieu ça. où les gens peuvent se rencontrer. C'est ça. Et du coup, les racistes, comme les réfugiés, quoi, presque. C'est ça, là où les racistes, mais même là, et ça c'est aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que, bah, contrairement à Dupontel, c'est marrant de les opposer tous les deux, contrairement à un Dupontel, là, t'as plusieurs moments dans le film où tu te dis, c'est complexe, parce qu'il te met face aussi à des vrais personnages ancrés dans un social extrêmement précis, mais tu le disais, et justement, il y a vraiment des moments, notamment ces racistes, c'est compliqué. C'est des sujets compliqués. C'est pas juste des méchants. C'est toujours agréable. Je sais plus pour quel film j'ai le sentiment d'avoir déjà eu ce discours-là, donc j'ai pu le dire. J'ai dû le dire dans un autre film à cette table. Mais il y a aussi quelque chose de se prendre toute la complexité du monde, qui est pas facile, mais au travers de vrais personnages, parce qu'on suit le barman et Yara, enfin TJ et Yara, qui sont des personnages globalement, comme tu l'as dit, immédiatement attachants et qui viennent de générations différentes aussi, donc qui communiquent aussi elle à leur a manière. genre, entre 20 et 25, et lui, il a bien une cinquantaine. Ouais. Donc c'est assez touchant, ça chiale. Il y a quand même quelques petites erreurs, moi, qui me font un peu marrer, notamment un son étouffé, parce qu'ils se font un câlin, et la personne parle pendant le câlin, et tu sens très clairement que c'est le micro-cravate qui a pris le son, et c'est très étouffé, c'est un peu drôle. Et les fondus au noir sont très maladroits. Moi, je trouve que ça sent d'ailleurs l'erreur de montage et de structure. Ce qui est un peu étrange, d'ailleurs, parce que la structure est bonne. Et notamment, on voit les gens recommencer à parler pendant le fondu, donc c'est un peu étrange. Enfin bon, là, c'est du détail technique, c'est un peu bizarre, on va dire, quoi. C'est pas très bien vu. Toi, tu disais même carrément que ça te sortait du film. Et je dois avouer que moi aussi. C'est vrai que les fondus au noir, on n'est plus habitué, à moins qu'il y ait une vraie raison. Aujourd'hui, le fondu, ça fait plus partie de notre grammaire actuelle, quoi. Est-ce qu'il se comprend, parce que c'est un peu une paresse finalement, le fondu. Bah, moi, je peux le comprendre, le fondu, quand on sent vraiment que c'est la fin d'un acte et qu'on va changer sur un autre. Mais oui, là, ça faisait vraiment on sait pas comment terminer la scène. Ouais, on met un fondu au noir. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est les seuls défauts que je trouve au film, et c'est pas grand chose. Oui. Voilà. Bon, Ken Loach, quoi, finalement. Ouais, je pense qu'on va être assez rapide sur ce film. Ken Loach, oui, bah après, c'est toujours intéressant, parce que, typiquement, Ken Loach, c'est quelqu'un qui est pas du tout aimé en Angleterre, quoi. Ah ouais ? Ouais, bah d'ailleurs, t'as vu, c'est que des prods françaises. Why Not Productions, c'est français. Donc les responsables de la vente internationale d'un film anglais est une boîte de prod française. Il y a Canal qui est là. Il y a, bon, la Tax Shelter, ça c'est belge, et c'est... Alors que pour moi, c'est celui qui parle le plus du prolétariat anglais, des petites gens et des... Quand je dis qu'il est détesté en Angleterre, je parle pas forcément des prolos, hein. Mais c'est quelqu'un qui a réellement... qui, encore aujourd'hui, il vit encore en Angleterre, dérange réellement. Ah ouais. Ouais. Ce qui est toujours intéressant. Oui, alors qu'en France, il est tout le temps à Cannes, toujours à Cannes. tous les 2 ans, à chaque fois qu'il sort un film, quoi. Il y a son public, bon, c'est pas un mec qui tape le million d'entrées, hein, mais on peut être sûr que c'est
c'est un film qui va faire ses 200, 300, 400 000 entrées, quoi. C'est qui va avoir un public qui est là. C'est un nom, quoi. C'est un nom qui est reconnu. Bref. I'm just Ken. Ken Kaneki, bien sûr, Nekfeu. On a oublié de le dire, mais c'est Nekfeu, voilà. Enfin, Ken Kaneki, non, Ken Samara. Bref. C'est le nom d'une chanson, Ken Kaneki. Film du passé ? Ouais. About Time ? About Time, oui, il était temps en français, mais Ouais. je n'aime pas le titre français. Bah, c'est de la traduction. Allez, vas-y. About Time, un jeune adulte, qui vit dans une famille près de la mer, qui a une sœur un peu dingo-dingue, un père particulier mais très sympathique, et une maman sympa, qui n'est pas un personnage très important, mais bref, qui décide pas du tout, qui apprend qu'il a comme pouvoir que les hommes de cette famille ont le pouvoir de remonter dans le temps, en gros, comment dire, De revenir dans leur passé. ouais, de revenir dans leur passé. Et comme ça, tu peux changer un truc, et puis après, hop, tu reviens dans le présent, et ta vie a changé en fonction de ce que tu as changé. Le film le dit très vite, c'est purement individuel, quoi. Genre, il n'y a jamais personne de leur famille qui ont changé le cours du temps grâce à ça, quoi. Juste certains en ont profité. Bah, le père, il dit, bah, moi, j'ai lu tout ce que je pouvais, j'ai profité de ce temps-là pour lire énormément. Là où d'autres gens se sont perdus, genre il dit mon frère s'est perdu là-dedans parce qu'il a essayé de faire de l'argent. Et notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom, Tim, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ça m'est revenu du coup. Tim, lui, ce qu'il veut, c'est trouver l'amour. Et parce qu'on le voit dans la première scène, c'est quelqu'un d'assez gauche, quoi, avec les meufs. J'ai dit oui, il est assez gauche, oui, assez maladroit avec les filles, quoi. Mais oui, ça fonctionnait. Là, avec les filles, il a du mal à embrasser au Nouvel An, tout ça. Et d'ailleurs, le premier test qu'il fera, c'est d'ailleurs passer le pas avec cette fille qu'il n'aura pas embrassée au Nouvel An, et voilà. Et il va tomber amoureux d'une jeune femme jouée par Rachel McAdams, qui est l'être le plus adorable de cette planète. et il va, voilà... c'est une comédie romantique, on peut dire que c'est le genre du film. Et voilà, c'est tout simplement la vie... la vie, il n'y a pas toute sa vie qui passe devant lui, mais... une grosse partie de sa vie, quand même. Une belle partie de sa vie qui va se dérouler en suivant qu'est-ce que ce mec-là va faire comme choix par rapport à son pouvoir, sachant que le pouvoir, finalement, n'est qu'un prétexte pour nous mettre des jolies scènes avec on va dire, la naïveté, je le dis pas méchamment, d'une comédie musicale. La légèreté, plus que la naïveté. D'une comédie romantique. J'ai encore du musical, ouais. Hein, putain. Enfin, voilà, cette simplicité, et voilà, c'est le scénario de base. Donc, c'était ton film, donc je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça très bien. Oui. J'ai trouvé ça très, très sympa. J'ai encore des notes. Mais j'ai trouvé ça très bien. Déjà, c'est bête. Bon, moi, tu me l'as montré parce que comédie romantique, déjà, toi, il y en a plusieurs que t'aimes beaucoup. Ouais. Je te laisserai reparler ce que tu m'as dit tout à l'heure dans le tram, parce que pourquoi tu veux parler de comédie romantique, parce que c'est intéressant. Moi, c'est un genre, c'est un genre qui est extrêmement codifié, et qui plus est... Moi, je suis fan d'horreur qui est très codifié aussi, sauf que l'horreur, disons que ça va toujours nous chercher des images, une imagerie forte, et du coup, là, ça va m'intéresser. L'horreur, il y a un devoir d'inventivité qu'il n'y a pas forcément dans la comédie romantique. Ce qui fait que, oui, c'est un genre qui, moi, me rebute pas mal, et About Time, tu m'en as parlé souvent, ça ne m'est jamais traversé l'esprit de le regarder réellement. Ça m'a jamais m'intéressé, mais pourquoi celui-là m'a plu ? Bon, déjà, effectivement, l'idée est très bonne, parce que, enfin, pourtant elle est casse-gueule, parce que c'est un peu un personnage du coup qui a littéralement le pouvoir d'un scénariste de comédie romantique, c'est-à-dire pour que les choses se passent bien, et bah lui il utilise son pouvoir pour venir dans le temps, de la même manière qu'un scénariste va écrire de sorte que qu'une relation amoureuse se passe bien. C'est casse-gueule, mais je trouve que le film joue parfaitement, parce que peut-être tout simplement parce qu'il n'en abuse pas trop, et d'ailleurs si on réfléchit bien, sa vie aurait presque pu être la même sans ses retours dans le passé, parce que le moment où il rencontre Rachel McAdams, il accompagne un de ses potes à un restaurant où on voit pas un restaurant dans le noir là, ouais, voilà, et en fait il avait pas envie d'y aller, donc c'est par accident qu'il rencontre quand même cette femme là, c'est par accident qu'ils sont bien entendus, tout ça. Après il y a des rebondissements, mais en fait tu te dis, la vie de cet homme là, finalement ce pouvoir n'a pas tant servi c'est un peu la conclusion du film. C'est un peu la conclusion, mais c'est joli, et c'est... Je sais pas, je trouve que c'est intéressant, c'est chouette pour jouer sur comment dire,
ça crée un lien avec le spectateur, parce qu'en plus de ça, quand tu regardes une comédie romantique, ça tu pourras m'en dire plus, mais pourquoi beaucoup de gens aiment la comédie romantique, y compris les comédies romantiques de merde, c'est justement la prévisibilité dont je parlais. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, en fait, de se dire que oui, à la fin, ils vont finir ensemble, même si elle prend le taxi, il en prendra un autre derrière, il va courir dans l'aéroport, il va pas se faire tabasser par la garde de sécurité, il va récupérer la fille, et ils vivront heureux. C'est quelque chose qui est rassurant. Et lui, avec ce truc scénaristique, j'ai l'impression qu'on me prend pas pour un con, ce qui est très agréable. Voilà, que le film communique avec moi pour me dire, de toute façon, le personnage, il fera en sorte de trouver l'amour, de le garder, que tout aille bien autour de lui. Et après, on va évidemment voir que tout n'est pas aussi parfait que ça, tout n'est pas aussi simple que ça. Parce que la vie est complexe, bon sang. Mais ça permet, je sais pas, je trouve que ça permet un dialogue avec le spectateur et même carrément une mise en abîme sur le genre comédie romantique sans tomber dans de la théorie et des trucs un peu balourds, un peu théoriques. Et je trouve ça très plaisant. C'est bête à dire, mais comme des jeux comme Life is Strange ou des trucs comme ça où tu prends des choix, enfin des décisions, pardon, quand tu fais des choix et tu prends des décisions, bah ça fait que les choses que tu ne peux pas changer ont encore plus de poids. Il y a des scènes un peu rudes dans le film. Tu remontes dans le temps aussi dans Life is Strange. Ouais, non tu remontes dans le temps, ouais, c'est ça. Et tu prends des décisions, tu peux voir la conséquence immédiate, mais et du coup tu peux revenir dans le temps, changer de décision, mais tu vois que l'immédiateté. Quand t'es face je sais pas, au chef de l'école qui t'engueule, bon, tu peux choisir de mentir ou pas. Tu vois s'il va t'engueuler ou pas, sauf qu'en fait tu vas pas voir si tu mens et que tu accuses quelqu'un d'autre, tu vas pas voir les répercussions de ça, etc. Mais ça fait, dans ce film-là, en tout cas, par exemple, il y a une scène d'accident de voiture. C'est une scène qui est réellement dure. Parce que le personnage choisit de ne pas la changer, parce qu'il n'en a pas besoin spécialement, mais c'est une scène qui, de par son choix de pouvoir revenir dans le temps et de ne pas le faire par moment, font que ces scènes-là ont de l'impact. Il y a un personnage qui disparaît, cette scène a de l'impact. Et pour moi, c'est une des plus belles scènes du film, d'ailleurs, la scène où un certain personnage disparaît, et lui, il l'utilise pour discuter une dernière fois. Et ça donne voilà, je sais pas, ça donne quelque chose de très joli. Autre chose, hein, parce que c'est un film, ça relie un peu Ken Loach, mais c'est un film qui sur le papier n'a pas... Tu vas relire Richard Curtis et Ken Loach, quoi. Fais ce que Richard Curtis, il est anglais, si je dis pas de bêtises. Oui. Beaucoup d'acteurs anglais, mais ça on y reviendra, parce que c'est aussi un des gros points forts du film, dans la comédie. Mais j'ai juste à dire, parce je sais pas si on va énormément parler de mise en scène, mais c'est bête à dire, mais elle est bête. C'est bête, mais elle est simple. Mais pareil, elle a des vrais moments très simples, mais qui fonctionnent très bien, même dans les scènes, on va dire, qui jouent sur une vanne qui est assez étirée dans le temps et qui joue sur la répétition. Je pense à la première fois où ils vont faire l'amour, par exemple, qui est une scène basée sur la répétition et qui fonctionne très bien. Une scène aussi où où elle choisit des robes et elle lui demande laquelle il préfère. Pareil, c'est con, c'est un chant contre chant, mais c'est un outil purement cinématographique et c'est une vanne qui peut fonctionner quelque part qu'au cinéma. Et donc c'est un film qui est loin d'être stupide dans sa mise en scène et qui a un vrai savoir-faire là-dedans, notamment, et là on y reviendra aussi, mais le rythme, que ce soit comique et du film en général, est super bon. Et c'est aussi bien évidemment c'est un humour très british, très anglais. Donc c'est des personnages qui ont une manière de délivrer leur dialogue qui est extrêmement agréable. Voilà, c'est l'école des acteurs anglais au service de texte avec un humour très anglais qui est très agréable parce que ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Je dis juste mes petits défauts. Moi je trouve ça trop long, ça dure 2 heures. Pour une comédie romantique, je trouve ça un peu long. Le segment du milieu m'ennuie un peu et la fin, je l'aime pas trop. Je trouve qu'il y a 10 minutes en trop parce qu'il y a une scène que je trouve très belle, hein, dont j'ai parlé juste avant. On va dire, il va dialoguer avec un être perdu et il le refait après. Et là, pour moi, on a 2 scènes pas qui se répondent, mais qui se répètent. Et bah, j'aime pas, ça m'ennuie. Et je trouve que ça donne lieu même à des scènes où là, on tombe dans le cliché de la comédie romantique. Et je trouve ça dommage parce que c'est tout ce à quoi le film avait réussi à échapper tout du long. Donc c'est dommage. Voilà, mais voilà, c'est des petits défauts, mais ça a été un très chouette moment. Je l'ai vu à la bibliothèque, donc je ne pouvais pas pleurer, mais je pense que je l'aurais vu tout seul. Enfin, je pouvais pleurer, mais bon, voilà, quoi, ça aurait fait bizarre. Je l'aurais vu tout seul ou au cinéma, j'aurais lâché mes larmes à plusieurs moments. Sans aucun doute. Pardon.
Ouais, bah moi je voulais en parler parce que c'est un de mes petits bébés, c'est un de mes films préférés, et c'est un film doudou. C'est vraiment le genre de film, je me vois au moins une fois par an. Je crois que ça va être la deuxième ou troisième fois cette année. Et c'est un film du coup qui est réalisé par Richard Curtis. C'est un mec qui a pas fait beaucoup de films, il en a fait que trois, mais trois très connus. Il a fait en gros Love Actually, euh, Good Morning England, et du coup celui-là c'est son dernier, About Time. En fait, il est surtout connu comme scénariste. C'est avant tout le scénariste des Mr Bean et en fait de tout ce qu'a fait Rowan Atkinson, aussi La Vipère Noire, enfin tous les trucs que Rowan Atkinson a fait pour la télé ou le cinéma, c'est lui qui scénarise. Et c'est aussi le scénariste de beaucoup de comédies romantiques, genre la Hugh Grant. Donc il y a Coup de foudre à Notting Hill, il y a Quatre mariages à l'enterrement. Récemment, il y a Yesterday. Et en fait, c'est un mec qui, du coup, comme tu disais, qui est rompu à l'exercice de l'humour anglais, du dialogue, du tempo comique. Et c'est quelqu'un qui aime bien casser le code de la comédie romantique. Ouais, comme tu disais, la comédie romantique, c'est vraiment un truc de ultra codifié. C'est deux gens un peu perdus au début qui se rencontrent, ils vivent l'amour fou. À un moment, il y a un truc qui les sépare, ils se disent ah bah non, on va plus jamais être ensemble. Et jusqu'à ce qu'il y ait le personnage principal qui a une révélation, qui se dit mais en fait si, j'ai envie de finir ma vie avec elle, qui prend un taxi, qui va la voir, et au final ils finissent ensemble. Ça, très grossièrement, c'est le scénario de 95% des comédies romantiques, et c'est pour ça que globalement 95% des comédies romantiques sont pas top. Et il y en a 15 qui sortent par semaine sur Netflix. Vraiment, et encore plus à l'approche de Noël. C'est du coup, moi j'adore quand les gens font des comédies romantiques, donc tout en gardant le côté romantique, divertissant et drôle, et où à la fin on est en mode ah, pour les amoureux. Je sais pas comment exprimer ça avec d'autres mots, mais en cassant le code, en cassant ce schéma là, et en étant malin en fait, en étant plus malin que ce qu'on pense voir, ce qu'on voit habituellement. Et d'ailleurs, il y a ça aussi dans Yesterday. Yesterday, c'est un mec qui se réveille dans un monde où il n'y a plus les Beatles. Et du coup, c'est le seul à connaître les chansons des Beatles. Enfin, ou Love Actually, c'est pas vraiment une comédie. Enfin, c'est à la fois une comédie romantique, mais surtout un film un peu choral, où on va suivre une douzaine de personnages différents. Good Morning England, c'est à la fois un peu une comédie romantique et une sorte de film de bande sur des pirates de la radio. Qui passe des vinyles de rock. C'est un film de bande, ouais. Good Morning. Mais c'est un mec qui aime bien casser ce genre, et je trouve qu'il le fait avec une maestria. Je l'ai beaucoup dit pour beaucoup de réalisateurs ce soir, mais Richard Curtis a un amour pour ses personnages, et ça se sent dès les premiers plans. Il a une science du dialogue. Chaque dialogue est vraiment ultra bien timé, ultra bien écrit. On comprend tout de suite la mentalité des personnages. Il y a des personnages où vous allez tomber amoureux, genre le daron, clairement il est absolument génial. Vous allez tomber tout de suite amoureux de Mary, du coup jouée par Rachel McAdams, qui est, comme tu l'as dit, un des êtres les plus adorables de la planète. Il y a un moment où elle est assise sur son lit en pyjama, et elle dit juste « Hey ». Et là, moi, je fonds. Elle est adorable. Elle a une sorte de frange mal coupée. Ça la rend encore plus adorable. Donald Gleeson, c'est un acteur trop sous-coté. À chaque fois que je le vois, je l'adore. Vous le connaissez sûrement parce qu'il a joué dans... il joue un des personnages dans... Non, pas dans Peaky Blinders, dans Harry Potter. Il joue un des frères Weasley. Il joue dans The Revenant, il joue le sergent, le capitaine. Il joue dans Ex Machina, c'est le personnage principal de Ex Machina. Il joue dans Star Wars. C'est le général Huxley. Le pire, le pire perso de cette saga. Il est mal écrit à ce moment-là, mais pour moi c'est un acteur qui est fantastique et qui arrive on a tout de suite une sympathie pour lui. Et en même temps, il peut faire des rôles très dramatiques comme dans The Revenant. Donc voilà, je trouve qu'on le voit pas assez, ce mec. Et globalement, tous les acteurs sont très très bons. Il y a un des premiers rôles de Margot Robbie au cinéma, en dehors de l'Australie, quoi,
C'est sorti la même année que... C'est en 2013 que c'est sorti, donc c'est sorti la même année que Le Loup de Wall Street. C'est... donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Il y a plein de choses que j'ai pas dit. C'est... donc comme tu disais, ouais, il utilise le voyage dans le temps. Au final, c'est comme tu dis, c'est vraiment juste c'est un prétexte pour, au final, parler de la vie avec un grand V. Et ce film, il a un peu l'ambition de parler de la vie, on va dire, de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, jusqu'à avoir une famille... Putain, mais j'en fais la même erreur que tout à l'heure. J'avais dit avoir une famille ou une famille, je sais plus. Avoir une famille. J'avais dit une femme au lit. Ouais, voilà. Une femme au lit. Ouais. C'est vrai que... Et du coup, c'est pour ça, en fait, le film se passe quasiment sur 15 ans. Si c'est pas forcément montré, mais on le devine plus ou moins. Du moment où, en gros, il a 21 ans, il part de chez ses parents jusqu'à ce qu'il ait fondé sa famille. Et du coup, ça parle aussi du deuil. Et en fait, le fait qu'il veuille aborder tellement de thèmes différents, le voyage dans le temps permet ça. Et je trouve que l'ambition est un peu démesurée, mais il arrive à tout condenser dans ces 2 heures. Et je trouve ça assez génial. La musique est top. Vraiment playlist des années 2000. C'est... je trouve ça trop bien. Il y a une scène qui... la scène du coup où ta chialette dont tu parlais tout à l'heure, elle est sur une des musiques de Nick Cave, Into My Arms, si vous connaissez, c'est magnifique. La réal, elle est assez simple, mais je trouve qu'elle arrive à jouer avec l'intime, avec l'intimiste. Du coup, comme c'est vraiment centré sur les personnages, c'est une réal qui est très centrée sur eux, mais du coup qui arrive à les mettre en valeur. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film beau, touchant, du coup intelligent, même si ça reste une comédie romantique, mais c'est une comédie romantique vraiment intelligente, vraiment maligne. Au final, la partie comédie romantique, elle dure pas tout le film, elle dure que la première moitié du film. La deuxième moitié va aborder d'autres thèmes, notamment celle de la relation avec son père. Et son père qui est joué par Bill Nighy, qui est peut-être l'acteur le plus anglais de la planète. Avec Jude Law. Avec Jude Law, si tu veux. Ils boivent du thé ensemble. Avec leur accent anglais. Non, c'est vraiment très très joli. Donc ouais, voilà, je sais pas trop quoi rajouter pour l'instant, mais c'est un film qui arrive à... qui arrive à la fois à vous faire rire, qui a un tempo comique ouf, qui arrive à vous faire chialer, et à la fin vous allez en sortir avec un sourire et les yeux rouges. Donc voilà, regardez About Time. Des sourires et des yeux rouges, est-ce que ce serait pas le titre de l'épisode? Moi j'ai un bébé truc à voir en voyant mes notes, mais parce que ça m'a fait penser aussi quand tu as dit qu'il garde le côté léger d'une comédie romantique, c'est que justement il parvient à être réconfortant tout en questionnant simplement la notion de choix, qui est évidente, voilà. Et puis tu disais, est-ce que c'est pas un peu le propos du film, voilà, qu'il faut savoir aussi assumer ses choix, savoir en faire, et qu'il faut pas avoir peur de ses choix, parce que de toute manière, c'est comme ça qu'est parcourue la vie. C'est un propos qui pourrait être extrêmement balourd si on gardait pas la simplicité d'une comédie romantique, justement, quoi. Je pense que la simplicité, elle est primordiale dans ce genre de film, sachant que simplicité, ça veut pas du tout dire pas à penser, pas profond, pas... ou bête. Ça veut juste dire que la forme est simple, la forme est accessible. Mais voilà, ça permet... je pense qu'elle est précieuse, cette simplicité, pour ce genre de film. Et je pense pareil pour Second Tour de Dupontel. Typiquement, la simplicité, elle est... Faire un film complexe ne le rend pas meilleur spécialement s'il ne le nécessite pas. Et voilà, c'est tout. Je voulais rajouter ça. Ouais, mais t'as raison. Sur ce petit film. Est-ce qu'on passe sur le mien? Vas-y. Bah vas-y, toi. Ah oui, ça. La belle équipe de Duvivier est sortie en 36. Raconte l'histoire d'une bande de potes chômeurs ou ouvriers, on sait pas trop. Enfin, on sait qu'ils ont bossé dans le bâtiment. Il y en a qui sont chômeurs. En gros, c'est des prolos. Ils ont zéro thune. Ils vivent dans une sorte d'hôtel où ils n'arrivent plus à payer le loyer et tout. Jusqu'au jour, enfin en fait dès le début, ils se rendent compte qu'ils ont gagné à la loterie. Ils ont gagné chacun 20 000 boules. Enfin, ils ont 5. Ils ont 100 000 francs à 5, du coup 20 000 chacun.
Et au moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos thunes, il y a quelqu'un qui propose vas-y, on réunit tout l'argent qu'on a chacun et on fait un projet ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vas-y, on ouvre une guinguette. Qui est peut-être l'idée que tous les mecs de la planète ont au moins eu une fois dans leur vie de vas-y, on ouvre un bar ensemble. Et du coup, de là va partir leur petit projet. Et la belle équipe, c'est 5 camarades qui vont essayer de construire leur petite guinguette avec notamment, j'ai oublié son nom, mais la copine de Dina, il me semble. Ah non, non. oui, non, pas la méchante, la gentille. La gentille. J'ai oublié son nom aussi, mais je vais regarder. Et la copine de Mario. Ouais. De Mario. Oui, qui est un Portugais avec une OQTF au cul. Du coup, il sait qu'il pourra pas rester indéfiniment, il va devoir retourner au Portugal. Bah, il fuit les flics, quoi. C'est ça. Et bah forcément, tout va pas se passer comme prévu, parce que c'est pas une comédie romantique, c'est du réalisme poétique. Ça. Et bah voilà. Pourquoi non mais voilà pour l'histoire. Ah oui. Allez, salut. Non, parce que je vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais bah si, on peut dire que les choses vont pas se passer comme prévu. C'est ce que je viens de dire. Ouais, ok. Ouais. je regardais les personnages. Et je me rappelle plus des noms, mais globalement il y a Jean Gabin, il y a Charles Vanel qui joue Charlot. Oui, je crois qu'ils ont tous leur prénom. Tu vois, Jean Gabin il joue Jean. Ouais, oui c'est vrai, ils ont tous leur prénom. Ouais. Non, pas tous en fait. Non, mais on peut dire il y a Tintin qui est le mec un peu foufou, un peu dingo. Jean Gabin il joue toujours un peu le mec charismatique, un peu le leader. Oui, c'est ça. Donc Charles qui est le plus vieux, qui est joué par Charles Vanel, donc Charlot qui est le plus vieux de la bande. Jacques qui est un peu le gars perdu dans sa vie. Et Mario, du coup, qui est le mec qui est poursuivi par les flics, mais qui est quand même leur copain. Et sa copine, à lui, c'est Huguette. Huguette. C'est bizarre, en fait, Huguette pour une jeune femme. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est bizarre, mais... non, c'est un film, c'est... Que dire? C'est un film qui m'a tout de suite pris au trip, parce que en fait, on s'attache tout de suite aux personnages. Il y a un vrai amour pour les personnages. Je vais arrêter de me répéter. Non, on va tout de suite s'attacher à leur camaraderie, parce que tu sens que c'est vraiment des potes, qui est des compagnons de la galère, qu'ils ont cette belle idée, qui est de faire leur petite guinguette ensemble au bord de l'eau. Et on accroche tout de suite à cette idée, parce qu'on a envie de faire la même chose. Et du coup, ça nous touche encore plus quand ça va mal se passer. C'est pas du tout un spoil quand je dis ça va mal se passer, parce qu'on le sent dès le début. L'atmosphère du film, oui. Et le vent. Et oui, c'est pas un film optimiste. C'est même un film totalement pessimiste. Totalement. Et du coup, ça nous touche encore plus. Moi, ça m'a foutu un couteau dans le cœur de les voir petit à petit leur rêve leur échapper, en fait. C'est un film qui est très très beau, dans la réalisation, dans la photographie, qui a un rythme assez soutenu, mine de rien, ça va assez vite. La première partie elle dure 10 minutes, après ils commencent à faire ils commencent à construire leur guinguette, ils l'achètent, au début c'est que des ruines, et on va la voir se construire au fur et à mesure, qui s'appelle Chez nous, ouais. Parce que c'est chez eux. Ouais. Et à un moment, on leur dit, mais pourquoi vous l'avez pas chez vous C'est Huguette qui trouve le nom. Et il y a un mec qui dit, pourquoi vous avez pas ça chez vous, ce sera plus accueillant pour les gens. Il fait, bah non, parce que c'est pas chez eux, c'est chez nous. Parce que le but, c'est qu'ils vivent là-bas aussi, une espèce de coloc. Ouais, une sorte de commune. Ouais. Un peu. Comme c'est des gens qui ont subi l'usine, subi les patrons et tout, c'est des gens qui eux veulent être leur propre patron, un peu en démocratie. Tous les 5 ils disent président Charles, président Jean. Oui, il y a marqué ça sur leur lit. Ouais. Et oui, c'est leur petite communauté, quoi. Et donc ouais, c'est un rêve qui est beau, c'est un rêve qui est trop beau. Et du coup, c'est un film qui est dur, c'est un film qui est pessimiste et voilà, que dire de plus? Si, moi je peux te lancer des choses, parce que c'est le deuxième film du réalisme poétique dont on parle, mais pas du même cinéaste, du tout. Carnet et Duvivier, donc on avait parlé
du Quai des Brumes de Marcel Carné et La Belle Équipe, hein, maintenant. Donc, ce sont quand même deux réalisateurs assez différents, mais est-ce que déjà tu pourrais parler déjà des ressemblances peut-être et des différences que tu as ressenties sur ces deux films-là? Dans les deux cas, en fait, c'est une utopie qui ne pourra pas arriver. Dans le Quai des Brumes, c'était cet amour idyllique, mais trop idyllique, et qui a duré quoi? Ça a duré 48 heures, leur amour. Comme ça, oui, ça dure pas longtemps. Ouais. Mais qui est passionnel, et au final, on sait que son passé va le rattraper, on sait que ça va mal finir. Et là, c'est la même chose, là, c'est un rêve qui est trop beau, qui est presque utopique, et on sait que ça va mal finir. Donc et c'est aussi un cinéma qui parle de prolétaires. Dans les deux cas, c'est des gens qui sont marginaux, qui sont roués de coups par la société, et le moment où il y a une porte de sortie qui s'offre à eux pour quitter ce prolétariat, pour quitter cette leur oppression quotidienne, enfin tout ce que vous voulez, et au final cette porte se referme brusquement et brutalement sur eux. Donc ouais, c'est un cinéma du prolétariat, mais tellement pessimiste. Et en même temps, le côté poétique, c'est tout cet entre-deux, toute cette magie qu'il y a avant qu'il n'y ait plus de magie. C'est vrai, même si le poétique est plus présent chez Carnet dans son imagerie, dans le Quai des Brumes, il y a toutes ces scènes dont on avait beaucoup parlé, la scène dans le bar qui est très étrange, très fantomatique aussi, où Carnet, ou Duvivier est quelqu'un de plus terre à terre quand même. Ouais, mais t'as quand même des petits moments un peu de poésie, du coup, à chaque fois quand ils vont essayer d'ouvrir, quand ils vont faire une première fête avant d'ouvrir leur resto, tu vois tout le monde qui vient dans des sortes d'avirons, ou des canoës. Parce que c'est près d'une rivière, on peut le dire, quoi. Ouais, ils veulent faire leur petite guinguette. Il fait beaucoup de plans là-dessus. Pour les sportifs, pour les promeneurs, pour les gens qui viennent au bord de l'eau. D'ailleurs, il y a une chanson qui va revenir plusieurs fois dans le film qui s'appelle Au fil de l'eau. Et c'est joli parce que ce thème-là, il est repris à la fois il est chanté dans la joie et il est repris dans la tristesse, où quand quelque chose de dramatique va se passer, il y aura le même thème musical, mais joué un peu plus en mineur, un peu plus lancinant, avec juste un piano ou des violons, je sais plus trop exactement. Mais non, c'est très joli. Non, c'est tout. Jean Gabin, ça toujours ultra charismatique, et du coup le rôle de leader mais lui va comme un gant, et ça qui est joli, ils ont chacun leur personnalité qui est très forte, très établie, et en ça marche de ouf. Les personnages sont définis vraiment tout de suite, et ça aide à ce qu'on s'attache à eux, à ce qu'on les identifie les uns par rapport aux autres. Donc ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, même si je suis un peu énervé par la fin. Oui, je pourrais peut-être raconter l'anecdote, mais elle est assez connue qu'il y a une fin heureuse qui a été tournée après parce que les studios et les gens trouvaient ça trop dur à l'époque, et ça a été la fin officielle pendant une 30aine d'années avant que Duvivier gagne des procès et que la version pessimiste soit projetée à la télé. La version pessimiste et donc la vraie version a été projetée à la télé et du coup est un peu devenue enfin officiellement la vraie version. Et si ce film-là se terminait bien, de toute manière, ça a pas de sens qu'un film comme ça se termine bien, parce que toute la structure du film repose sur l'effondrement. Donc ça peut pas finir autrement, sinon ça donne un film qui est bâtard, hybride. Duvivier, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, j'ai déjà fait tant d'éloges sur le réalisme poétique, je vais pas continuer sur cet amour du cinéma du studio que j'ai, de ce travail, des personnages. J'en ai un peu parlé avec Dupontel, typiquement. Duvivier, lui, ce qui l'intéresse, c'est le groupe. T'en as beaucoup parlé, mais parce qu'effectivement, c'est le nerf du film, et ce qu'il va filmer, justement, c'est ce groupe qui se dissout par la force des choses. Le point commun, aussi, beaucoup avec le réalisme poétique, tu dis que ça ferme souvent des portes, et c'est vrai, parce qu'il y a quand même souvent cette impression de main du destin qui plane au-dessus des personnages. Il y a souvent un peu ce truc-là de... C'est pas forcément... C'est rarement des films où il y a un méchant. En fait, même dans le Quai des Brumes, il y a des personnages qui sont méchants, notamment chez Carnet, mais même eux sont pas forcément d'ailleurs la cause de la chute des personnages principaux. Donc il y a souvent quelque chose de plus grand qu'eux qui les dépasse, qui peut être en partie la société, leurs conditions de base, etc.
métaphoriquement, parce que c'est un genre qui est beaucoup lié au Front Populaire, même si le Front Populaire n'était pas encore là en 36 quand ils ont tourné et projeté le film, du coup, si, peut-être, je sais plus, mais bref, le film a été écrit en 35, donc voilà, mais c'est, enfin, de toute manière, Front Populaire, prolétariat, tout ça va ensemble, mais il y a aussi cette idée, on parle beaucoup des personnages et des gens qui ont un amour pour eux, même si, bon, t'as dit ça pour A Bad Time, moi je le mets pas sur le même niveau qu'un Dupontel ou quoi, parce que ça reste une histoire avant tout, et on suit des personnages, mais je n'y vois pas la même manière, je vois pas de moment de grâce pour les personnages dans A Bad Time, je vois une histoire qu'on me montre avec des personnages qu'on aime bien, mais c'est pas la même construction, c'est pas la même structure qu'un Dupontel qui va créer des moments de grâce pour ses personnages et qui va avoir mal quand ils ont mal. Ce qui est le cas pour des gens comme Duvivier, même si Duvivier est quelqu'un de plus cruel quand même que d'autres gens, parce que lui il va décortiquer, il va observer comment tout part en couille, parce que c'est très lancinant et on peut le voir dans tous ses films. C'est toujours quelque chose qui va, enfin. Duvivier, c'est aussi quelqu'un qui a fait des films pour le pognon, et c'est lui qui a fait le petit monde de Don Camillo, ou Cabillo, je sais plus, avec Fernandel. Fernandel, ouais, voilà, c'est lui qui a réalisé le premier, donc c'est aussi un type qui a fait du cinéma populaire. C'est quelqu'un qui a commencé dans le muet, hein, Duvivier, c'est son 20e film, hein, la Belle Époque. Hein. Mais 20e la Belle Équipe, pardon. C'est son 20e film, sachant que je crois, c'est entre 31 et 35, il a réalisé 11 films. Donc c'était une époque où ça tournait. C'est le Dupieux du cinéma. Il y avait un peu de ça. Après, c'était une époque où on fonctionnait comme ça. Et ce qui fait que quand il sort la belle Équipe, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très reconnu pour être un maestro, un virtuose de la caméra. Et d'ailleurs, le premier plan qui présente Gabin est un plan séquence, ce qui dans ces années-là est très rare parce que le poids de la caméra, surtout du matériel son, a énormément alourdi les mouvements de caméra, ce qui fait que voilà, on est dans un cinéma qui était revenu beaucoup plus, je pourrais dire théâtral parce que ce serait négatif, mais effectivement à des statique. Ouais, plus statique, ouais, plus simple dans ses procédés de mise en scène, ce qui ne lui enlève en rien le talent, mais juste il fallait créer une nouvelle grammaire avec le son. Et Duvivier, lui, s'en est emparé pleinement. Donc moi, il y a ce truc-là, voilà, de groupe qui se casse avec cette irrémédiabilité, moi, qui est quelque chose, je sais pas pourquoi, qui me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui est... En fait, c'est un cinéma qui a souvent des idées visuelles extrêmement simples, constamment, toujours légères. Par exemple, c'est bête, mais c'est des personnages qui... très rapidement, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils vont s'acheter des nouvelles chaussures, donc tu vas avoir que des plans sur leurs chaussures qui changent, puis après on va avoir une espèce de caméra qui passe sur leurs pieds nus pendant qu'ils sont tous dans leur lit, enfin des plans sur leurs pieds qui ont encore leurs chaussettes, pour les présenter, c'est des plans qui pourront revenir plus tard pour signifier autre chose. Donc c'est vraiment un cinéma qui est finalement extrêmement précis dans ce qu'il veut montrer, qui est toujours un cinéma de personnages gueulards. Moi j'aime bien, c'est des personnages qui crient, c'est des personnages qui vivent, c'est des personnages qui sont ce qu'ils sont. Il y a un nombre de punchlines à la minute assez impressionnant. Ouais. Pareil que dans Quai des Brumes, en fait. Il y a une écriture du bon mot et de la bonne phrase de la punch, en fait, la punchline, qui est assez fou. Ouais, c'est écrit par Charles Pack. Et d'ailleurs, pour aussi l'anecdote, il écrivait aussi pendant ce moment-là pour Renoir, hein, pour je ne sais plus quel film, mais il écrivait pour Renoir en parallèle La Grande Illusion, et qui est un film exceptionnel avec Gabin aussi, qui fait aussi partie du réalisme poétique et qui est d'ailleurs moi mon Renoir préféré de ce que j'ai vu. Et il parle de La Belle Équipe à Renoir, et Renoir dit mais ça a l'air vachement bien, tu voudrais pas avec Duvivier qu'on switch de projet? Et donc c'est-à-dire que Duvivier a dit non mais déjà j'ai envie de faire la belle équipe, et surtout j'en ai rien à foutre de son histoire de Grande Illusion. Donc le film n'intéresse pas, mais c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir donc un La Belle Époque réalisé par Renoir et Belle Équipe. Putain, je vais pas y arriver. Hein. La Belle Équipe réalisée par Renoir et La Grande Illusion réalisée par Duvivier. Du coup, ce qu'auraient été des films radicalement différents. Parce que Duvivier est quelqu'un, on va dire quand même globalement de moins engagé, sûrement le cinéaste le moins engagé de cette période-là. C'était pas quelqu'un qui avait des idées politiques précise. Par contre, c'est quelqu'un qui a toujours filmé les prolos, c'est quelqu'un qui a toujours montré, encore une fois, des marginaux, des gens qui n'avaient pas leur place dans le cadre, on va dire, qui n'étaient pas des héros de cinéma, ce qui est toujours aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on peut rendre des gens beaux sans les rendre héroïques, et ça c'est quelque chose
Pareil, quelque chose que je trouve très simple et très touchant, que fait un peu d'ailleurs quelqu'un comme Ken Loach, enfin, ce barman, je veux dire, c'est simple ce qu'il fait, mais il aide des gens en faisant ça. C'est très simple, mais en même temps, c'est une courage, c'est une forme d'humanité qui est exemplaire, et bref, tout ça, c'est pas tout à fait la même chose chez Duvivier. Lui, voilà, il veut rendre beau ses personnages, et il veut quelque part rendre leur chute belle aussi, car il la rend cinématographique, il l'embellit de par sa photographie, ses décors. Il y a souvent des idées qui sont assez simples pour montrer d'ailleurs que c'est des personnages qui subissent leur environnement plus qu'ils le contrôlent. C'est que le fil narratif du film, tu le dis rapidement, enfin tu l'as dit, mais rapidement on arrive au moment où ils construisent leur guinguette. Ce qui va être le fil narratif du film, c'est la construction de la guinguette. C'est elle qui, euh, qui guide le film. Et d'ailleurs, une fois qu'elle est ouverte, c'est la fin du film. Enfin, il y a une scène de fête, d'ouverture un peu officieuse, et puis la scène d'ouverture officielle, bah c'est la dernière scène du film, en fait. Donc même là, ils sont guidés par quelque chose de très très matérialiste en fait comme vision des choses. Et, et voilà, ils essayent de construire quelque chose, et une fois que ce quelque chose est construit, et bah tout retombe. Donc c'est, comme tu l'as dit, c'est très pessimiste. Duvivier, je pense pas que c'était un type joyeux. Il a fait un film 20 ans après qui s'appelle Voici le temps des assassins, qui est probablement dans mon top 3 des films les plus sombres que j'ai vus. Pas sombre dans le sens où on voit rien, je te vois sourire. Sombre dans le sens où vraiment, là, on tombe vraiment dans quelque chose de comment détruire psychologiquement un personnage de A à Z. Le premier film qu'il fera en revenant en France, c'est Panique, qui est comment créer un mouvement de foule, littéralement. Donc quand je dis que c'est quelqu'un qui filme le collectif, ça peut aussi pour filmer des choses très négatives. Parce que Panique, c'est comment juste un monsieur est différent, et bah comment ça peut suffire à le blâmer de tous les maux du monde, et comment on va aller jusqu'à un lynchage public. Et Panique, c'est que ça, c'est comment on crée un lynchage public. Qui est un film qui a eu un remake par le mec qui a fait Les Bronzés, Patrice Lecomte, Monsieur Hir, qui est très bon et qui est très intéressant, qui est un remake, c'est un bouquin à la base, bref, je m'égare, mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, Duvivier, mais voilà, qui a ce pessimisme effectivement qui plane au-dessus de lui et qui parcourt tout son cinéma, même les plus joyeux. Un film qui s'appelle La fin du jour, qui commence comme une comédie, spoiler, ça termine pas comme une comédie. Et voilà, bon bref, c'est du cinéma qui appartient à son époque, mais dont des gens ont tiré voilà cette idée du cadre dont on a besoin, de ce rythme, de ces personnages, de cette ambiance, de cette notion de marginaux qui vont essayer de prendre le contrôle, quitte à échouer. Parfois prendre le contrôle sans trop le faire exprès, souvent de manière vaine aussi parfois. Et bah, Dupontel les cite, mais on peut penser, j'ai dû le citer d'ailleurs quand on parlait du Quai des Brumes, mais à quelqu'un comme Genet aussi a beaucoup ça. Et lui aussi cite des gens du réalisme poétique. Et voilà, c'est une grande période. Moi, je me battrai jamais assez pour la découvrir. Peut-être, il m'en reste encore dans les manches. Peut-être un jour, Remorque de Grémillon va y passer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un cinéma à part, qui appartient à son époque, avec ses poncifs. On n'en a pas parlé, mais il y a un personnage féminin qui va mettre la merde entre Charles Vanel et Jean Gabin, et qui est un personnage féminin qui est vraiment la femme fatale de l'époque, quoi, ni plus ni moins, quoi. C'est vraiment la sangsue qui va venir foutre la merde, ni plus ni moins. Après, il y a le personnage du Guette, donc la femme de Mario, qui est poursuivie par la police, qui elle est vraiment juste très joyeuse. La gentille fille. La gentille fille, très joyeuse, gay, qui ramène de la joie à tout le monde. Du soleil. Du soleil. Là où il y a vraiment l'autre, la Calme-toi. Tête bipée. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de vipère, quoi, qui est un peu éculé, qui fonctionne dans le film, mais effectivement, alors, un personnage comme ça aujourd'hui, ce serait compliqué. C'est normal d'ailleurs que ce serait compliqué. Il faudrait approfondir un peu plus, ou je sais pas, en tout cas en faire autre chose que juste ce rôle-là, parce que c'est vrai que limite le problème, c'est presque que moi j'y crois. En fait, c'est la sangsue, parce qu'elle se met entre Charles Vanel et Jean Gabin. Moi, Jean Gabin, son amour pour elle, j'y crois pas trop, j'avoue. Ouais, moi non. Voilà, c'est un des... Et c'est dur pour moi de dire un défaut du film, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs où, oui,
plan cul, j'y crois, mais quand il commence à dire qu'il l'aime, j'avoue que je le ressens pas. J'y tenais à cette nana. J'y tenais à ce bout de femme, je crois qu'il dit. Mais bon, voilà. Exceptionnel. La belle équipe. Je me suis pas trompé. Est-ce que on ne terminerait pas avec petit troco, petite attente, rapidement là? On est quoi là? 1h46. Allez, on essaie de faire moins de 2 heures. Putain, ça va être l'épisode le plus court depuis le premier. Hein. Ouh. Non, dans pas longtemps, il y a quoi là? Il y a Mars Express qui va enfin sortir. Je crois que c'est il y a une avant-première le 14 avec Jérémy Perrin. D'ailleurs, ça pourrait être sympa qu'on y aille. Ouais. Du coup. Jacques Perrin. Petite blague. Okay. Non, je sais pas. J'ai pas la ref. Et bah. Non, du coup, tu chercheras. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais Jérémy Perrin, c'est le mec qui a fait Last Man, la série. Et du coup, moi, j'attends de voir quel va être son premier long. Et ça me tente beaucoup. Il y a Miyazaki. Il y a le Miyazaki. Qui sort vraiment mercredi prochain, là. Et il y a le Fincher qui arrive dans 2 semaines. Ouais. Il y a d'autres trucs. En vrai, début novembre, il y a vraiment pas mal de choses. On fera un gros épisode dans 3 semaines. Ouais, voilà. Et sinon, moi... Bon, en fait, au moment où vous écoutez, ce sera peut-être sorti, parce que j'aurai peut-être pas le temps de monter avant mercredi prochain, donc peut-être que quand vous écoutez... Ça veut dire que tu veux pas monter ça cet après-midi en rentrant chez toi? Non. Et sinon, moi, j'ai découvert un truc... Enfin non, j'ai pas découvert. Il y a des gens que j'aime beaucoup qui s'appellent Game of Roll. C'est un groupe de gens qui font du jeu de rôle. C'est sur la chaîne de Mister MV, si vous voulez trouver. Et ils viennent de sortir une nouvelle série qui s'appelle genre juste Game of Roll Galaxy, je crois. En fait, Game of Roll, c'est des gens qui font du jeu de rôle, mais pas du tout du jeu de rôle classique, genre type Donjons et Dragons. Là, il n'y a pas de combat avec 15 000 lancers de dés, 15 000 pouvoirs et des combats qui durent 3 heures tellement c'est compliqué de tout calculer. Là, c'est vraiment il y a même des fois pas de table. Du coup, dans leur nouvelle série, il n'y a pas de table. Ils sont dans un décor, ils sont en costume. Et du coup, c'est comme si... c'est un décor qui est évolutif parce qu'il est entouré d'écrans. Et du coup, ça se passe notamment dans un vaisseau spatial. Et du coup, l'écran va permettre d'afficher ce qui se passe en dehors du vaisseau. C'est assez magnifique. Ils ont vraiment beaucoup de moyens. Et du coup, ils sont tous en tenue de cosmonautes. Et ça va être... En gros, des colons qui viennent de quitter une terre qui va mourir et ils se réveillent dans un vaisseau colonie et on ne sait pas pourquoi ils se réveillent avant les autres. Ils sont 4 et il va falloir qu'ils règlent un problème pour pouvoir créer leur colonie. Et c'est le Game Master, c'est Fibre Tigre, qui est un mec qui aime beaucoup réinventer le jeu de rôle et gamifier plein de choses qui sont... Tout ce qui est gamifiable, il va le gamifier, dans le sens où il va inventer des nouvelles façons de jouer, des façons de rendre jouables des choses de la vie. C'est ultra inventif, ultra drôle. C'est des gens que j'aime beaucoup. Donc dans les joueurs, il y a du coup Mister MV, il y a Lydia, Lam et Daz qui sont en gros l'équipe de base de Game of Roll. Et donc voilà, regardez, c'est des épisodes de 3 heures à chaque fois, il y en a un par semaine. Et c'est très cool. Et sinon, regardez toutes les autres séries qu'ils ont fait. Ils ont fait des trucs très classiques comme genre vraiment monde fantasy chevaleresque. Ils ont fait des trucs assez rigolos, genre pendant les présidentielles, ils ont fait un Game of Thrones présidentiel où chacun était un candidat et du coup devait présenter des idées, faire des meetings. Et il y avait notamment Clément Viktorovitch qui avait participé. Et c'était sur France TV qu'ils avaient fait ça, en participation avec France Info. Donc voilà, c'est des gens ultra inventifs et qui font c'est une nouvelle façon de faire du jeu de rôle qui est très télévisuel, beaucoup plus que Donjons et Dragons, et qui est très du coup cool à regarder. Autant, voilà. Parce que Donjons et Dragons, il y a un côté où vraiment à regarder, des fois c'est chiant, quoi. Regarder des combats qui durent 3 heures, c'est... Voilà. Game of Roll, ça s'appelle, sur YouTube. Ok. Je recommande The Fall of the House of Usher, la dernière série de Mike Flanagan, habitué de Netflix, The Hunting of Hill House, Bly Manor, qui est une des meilleures choses des 5 dernières années que vous pouvez voir, Midnight Mass, qui est formidable aussi, Midnight Club, qui est pas formidable du tout, et Usher, qui est un peu un best-of avec tout ce qu'il y a de positif et négatif là-dedans. C'est pas la série avec laquelle je lui trouve le plus d'âme,
Seulement, ça reste quand même assez formidable. C'est quelqu'un qui a un style incroyablement baroque, mais en l'amenant dans un univers, c'est quelqu'un qui travaille énormément le numérique, donc, et avec une image vraiment très lisse, et du coup qui offre un rendu assez différent de choses qu'on a déjà vues beaucoup de fois dans des plus vieux films. Tout le truc de Dracula, ça adapte à Alan Poe, donc toute cette image autour du corbeau, de choses comme ça. Lui, il se le réapproprie à sa manière. Et voilà, c'est très intéressant. Une série avec un mort par épisode. Beaucoup de morts extrêmement impressionnantes. Très étrange parce que ça reprend ce truc-là du slasher, d'avoir des morts régulières, et c'est des gens qu'on déteste, mais c'est une mort qui a souvent une distance, ce qui fait que c'est pas... On saute pas de joie quand il meurt non plus, quoi. Ça crée une espèce d'entre-deux qui est assez particulier, et qui est assez agréable, moi je trouve. J'ai cru comprendre que du coup ça parlait un peu en substance de la famille Sackler et de la crise des opioïdes. Oui, non ça parle littéralement d'une famille qui a créé des opioïdes et qui... Oui, texto, c'est vraiment ça. Et... C'est ouf le nombre de trucs qui sont sortis sur cette famille-là en l'espace d'1 an. Ouais. Parce qu'il y a eu du coup, on a parlé du docu de... Laura Poitras. Voilà, Poitras. Ouais. Sur Nan Goldin. Il y a eu aussi du genre Dopsic, je crois que ça ah parle oui, de la ça. série, ouais. Et il y a eu une autre série, il y a eu un autre film. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut faire son... C'est drôle parce que c'est pas encore terminé, la crise des opioïdes, techniquement. Non, mais maintenant, on sait que l'histoire avec la famille Sackler est terminée. On sait que c'est... Oui. Mais en tout cas, ils en parlent, même si c'est plus un décor pour parler des grandes familles, en vérité. Hein. Mais voilà, vous aurez le droit à des visuels incroyables, très régulièrement. Des personnages un peu bâclés par moments. Donc c'est pas parfait. Mais c'est super, et j'ai vu récemment que beaucoup de gens opposaient Flanagan à l'Elevated Horror, ce qui me dépasse complètement, parce que je ne vois pas pourquoi... Bon, déjà, Elevated Horror est quand même un terme extrêmement élitiste et prétentieux. Des gens qui l'utilisent, hein, les réalisateurs qui ont ce terme-là, ils l'ont pas choisi. Moi, je trouve ça con de l'utiliser, parce que justement, c'est un vrai amoureux de l'horreur, et oui, c'est pas quelqu'un qui vous tapotera l'épaule pour vous faire des grandes leçons de morale, et quand il le fait, d'ailleurs, c'est pas les meilleures scènes. On parlait souvent du fait que la voix off, c'est compliqué. La voix off dans cette série, je m'en serais vraiment passé. Tiens, d'ailleurs, la voix off dans About Time aussi, je m'en serais passé. Ah non, elle est trop cool. J'allais le dire. Ah non, elle est géniale dans About Time. Je m'en serais très bien passé. Mais ah, je la trouve jolie, moi. En tout cas, dans Usher, les moments de monologue sont pas non plus forcément les meilleurs moments. Mais c'est quelqu'un qui peut être très bourrin, mais c'est ce qui lui permet aussi de donner des visuels et des imageries faux folles. Faux folles. Waouh. Ouais. Et là, il s'attaque de nouveau à Stephen King en faisant une nouvelle adaptation de La Tour Sombre, prochainement. Voilà, pour Amazon. C'est aussi Edgar Allan Poe, non, qui l'adapte quand il fait House of Usher ou... Usher, c'est Poe, ouais. Ok. Ouais. Et c'est ainsi que se termine ce 13e ou 12e, je ne sais plus. 13e épisode de Ciné 20. On vous retrouve fin novembre pour le 14e ou le 13e si on s'est gouré. Voilà. Et des bisous. Bisous.